bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur la bataille des valeurs qui se profile à droite. Et les premiers coups sont assénés par Nicolas Sarkozy. Le patron des Républicains a donné le ton ce soir à Lille. Lors d'une réunion publique, il a prononcé un discours musclé sur l'identité, la nation, la France. La compétition s'accélère en vue de la primaire. C'est le thème de notre débat tout à l'heure. Au même moment, la majorité serre les rangs pour défendre la loi travail. Alors que les grèves se prolongent, le Premier ministre a tenu un meeting ce soir aux côtés du premier secrétaire du PS pour dénoncer les projets de la droite sur ce sujet. On va insister en particulier sur le regard des jeunes, leur rapport au monde du travail, à ces changements. Certains d'entre elles et d'entre eux seront en notre compagnie. Enfin, l'entretien, mon invité est docteur en philosophie. Abdenour Bidar veut casser la morosité ambiante et pour cela, il compte sur les tisserands. C'est le titre de son dernier essai récompensé aujourd'hui même par le prix de l'Express. Le philosophe est l'invité du grand entretien. Voilà pour le programme. Merci encore de votre fidélité. Tout de suite, les repères de l'actualité avec Sophie Normand-Couturier. Bonsoir, la majorité serre les rangs. Réunion ce soir en présence notamment de Manuel Valls, Myriam El Khomri et du premier secrétaire du PS pour défendre la loi travail devant les militants socialistes. Meeting précédé par quelques heures. Objectif de cette réunion, souder la gauche face à la droite représentée par le co-rapporteur de la loi travail au Sénat. Il est venu dénoncer la veste retournée de Manuel Valls. Écoutez. Surtout, je suis venu dénoncer un peu une sorte de mascarade, un leurre, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le Parti socialiste essaye de se refaire la fraise, la cerise sur le dos de la droite, et que c'est un très mauvais procès, parce que, en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un Parti socialiste qui a retourné sa veste. Vous voyez, j'ai aujourd'hui la veste retournée de Manuel Valls, puisque en 2008, il avait voté contre les lois qui, justement, mettaient la primauté de l'accord d'entreprise et qu'aujourd'hui, il se rend bien compte qu'il est obligé d'y venir. Et le problème, c'est qu'il ne l'assume pas. Et au même moment, chez les Républicains, justement, c'est Nicolas Sarkozy qui tenait un grand meeting près de Lille. Thème abordé, l'autorité et l'identité nationale. Nicolas Sarkozy qui n'est pas officiellement candidat aux primaires de son parti, mais 2017 est bien dans son viseur. Une double casquette qui agace ses rivaux. Il lui reproche d'utiliser les moyens du parti pour sa candidature encore non déclarée. Gérard Larcher, membre du comité d'organisation de la primaire de droite, a annoncé que la haute autorité de cette primaire allait être saisie. Les poubelles s'amoncellent dans les rues de Paris. La grève dans les centres de déchets se poursuit, comme dans plusieurs raffineries. Et c'est sans compter celle à la SNCF, reconduite demain, malgré les concessions de la direction sur le temps de travail. L'entreprise publique qui, en échange, devrait recevoir quelques 100 millions d'euros supplémentaires de la part de l'État en 2017. Elles sont de plus en plus ponctuelles, mais les perturbations demeurent donc, comme les manifestations spontanées. La ministre du Travail, Myriam El Khomri, en a fait les frais ce matin. Des intermittents du spectacle ont manifesté devant son domicile. Myriam El Khomri qui dénonce un acte d'intimidation inadmissible pour François Hollande. Et pendant ce temps, au Sénat, le président Gérard Larcher continue ses consultations. Il recevait aujourd'hui les représentants des syndicats CFE, CGC et UPA. Écoutez. C'est difficile de faire un commentaire évaluatif sur la version sénatoriale. En vérité, elle ne nous plaît pas plus. Cette loi n'est pas bonne parce qu'elle agglomère un certain nombre de dispositions dont il est impossible aujourd'hui de faire l'évaluation positive ou négative. Il faut, c'est notre analyse en tout cas, scinder la partie qui concerne l'inversion de la hiérarchie des normes, qui nécessite une nouvelle concertation sociale qui nécessite en vérité de démarrer une concertation sociale qui n'a pas eu lieu et d'autres dispositions sur lesquelles il y a matière effectivement à intervenir, à amender et à apporter un avis. C'était tout à fait nécessaire effectivement que nous répondions à l'invitation du président du Sénat de venir lui exprimer notre inquiétude en particulier sur cette loi travail parce que nous considérons que celle-ci concerne 2% des entreprises, 98% des entreprises françaises ont moins de 50 salariés. Donc je crois que c'est un paramètre qui est trop souvent oublié. Alors c'est vrai qu'on a par habitude que tout le monde nous aime bien, mais nous attendons toujours les preuves d'amour.
Après plus d'une semaine d'inondation, l'heure est à la remise en état. L'arrêté de catastrophe naturelle a été pris ce matin en Conseil des ministres. Sont concernées 782 communes situées dans 17 départements. Une reconnaissance qui ouvre la voie à une indemnisation plus rapide des sinistrés victimes des inondations. L'arrêté sera publié dès jeudi au journal officiel. Écoutez le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll. Conformément donc aux instructions du président de la République, la procédure d'urgence permettra de reconnaître l'état de catastrophe naturelle a été mise et est mise en œuvre dans les délais que je viens d'évoquer. L'arrêté correspondant sera publié demain au journal officiel, puisque la liste des communes qui seront en état de catastrophe naturelle sera longue, puisqu'elle comprendra, cette première liste, 782 communes réparties dans 16 départements. S'y ajoute, je vous l'ai dit, le fonds de secours d'extrême urgence qui a été annoncé par le Premier ministre, qui sera abondé et mobilisé pour des aides aux particuliers les plus vulnérables. Et c'est l'heure du premier débat. On s'intéresse à l'identité avec vos invités, Sonia. Oui, c'est une bataille sur les valeurs qui se profile à droite et les premiers coups sont assénés par Nicolas Sarkozy, le patron des Républicains, a donné le ton ce soir à Lille. Lors d'une réunion publique, il a prononcé un discours musclé sur l'identité, la nation, la France. C'est clair, la compétition s'accélère et en particulier le duel Sarkozy-Juppé, une véritable bataille identitaire dont on va parler dans quelques instants avec nos invités. On va d'abord écouter Nicolas Sarkozy ce soir. La maladie du renoncement, c'est quand les élites ne sentent plus le désir ni la force d'entendre l'histoire de la France, son identité culturelle, son identité morale et, j'ose le mot, son identité spirituelle, car la France, pour moi, c'est un corps, la France, c'est un esprit, la France, c'est une âme. Et nos invités pour en parler ce soir, Anita Hausser, bonsoir et bienvenue, journaliste, éditorialiste à Atlantico et co-auteur du livre Ennemis de 30 ans aux éditions du Moment. Nous accompagne également ce soir Elisabeth Lévy, bonsoir et bienvenue à vous, journaliste, directrice de la rédaction de Causeur, Laurent Geoffrin, bonsoir, directeur de Libération, et Jean-Daniel Lévy, bonsoir à vous, directeur du département politique et opinion de l'Institut Harris Interactive. Alors mesdames, messieurs, revoilà le thème de l'identité, Elisabeth Lévy. Ce soir, Nicolas Sarkozy a donc défendu sa vision sur le sujet. Malgré la tournure, on s'en souvient tous, qu'avait pris le débat sur l'identité nationale il y a quelques années. Est-ce que selon vous, il a raison de le faire ou est-ce que c'est un débat miné qui vous revient toujours en boomerang ? Non, je crois réellement que la prochaine élection et que les prochaines échéances, je suis convaincue qu'elles vont se jouer là-dessus. Je suis convaincue que l'économisme que partagent beaucoup de mes amis d'ailleurs, qui passent leur temps à m'expliquer que ça non, que c'est le chômage, etc. Moi, à chaque fois que je vais dans une petite ville en France, c'est-à-dire à chaque fois en gros que je quitte, si vous voulez, je parle pas seulement de Paris physiquement, que je quitte aussi mon milieu mentalement, si vous voulez, je suis frappée par l'état de colère, d'anxiété, d'angoisse des gens face à la disparition, alors que la question de la sincérité de Nicolas Sarkozy c'est pas de ça dont il est question ici, si vous voulez. Mais je crois ça prouve au moins qu'il comprend quelque chose. Et moi, je l'opposerais là-dessus, c'est vrai. Nous, on vient de faire notre une sur Alain Juppé. Et, avec quel titre déjà ? Là, c'était un titre un peu potache. On a mis « Est-ce que c'est le pire d'entre nous ?» Mais je reconnais que c'est une blague un peu potache. Mais en gros, pour moi, Juppé, c'est la droite Terra Nova. C'est-à-dire la droite qui, justement, nous explique que tout ça va être très heureux, qu'il y a un multiculturalisme heureux. Je crois qu'il faut se rendre compte qu'il y a une crise énorme de l'intégration, que le multiculturalisme, c'est-à-dire non pas l'existence de plusieurs cultures, mais la façon de les accommoder à égalité les unes avec les autres, ça ne marche pas, ça marche pas ailleurs et ça marche pas beaucoup en France. Et si on répond pas à ça, juste une chose, moi l'état de colère que je sens chez les gens me fait vraiment peur parce qu'ils veulent des solutions magiques, des mots magiques. Si on donne pas à ça des réponses républicaines, si on fait pas la reconquête vraiment républicaine qui est nécessaire, je crains vraiment que les choses se passent très mal. Est-ce que c'est votre avis, Laurent Geoffrin ? Parce que Nicolas Sarkozy, il est persuadé que la campagne va se jouer autour de thèmes de l'identité et plus largement de l'appartenance à la nation. C'est bien possible, malheureusement, parce que qu'est-ce qui va se passer ? On va désigner une minorité comme un bouc émissaire. On va dire, voilà, le problème principal,
il y a 10% de musulmans en France, à peu près. Et donc, c'est ça le problème. Donc, il faut diminuer le nombre, si c'est ça le problème. Et quand on dit la France, c'est une identité spirituelle, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Pourquoi pas? Mais quand on regarde l'histoire, la vraie histoire de la France, c'est l'histoire d'un mélange. C'est l'histoire d'une agglomération de gens différents. C'est l'histoire de populations qui sont venues les unes après les autres, les unes pacifiquement, les autres durement, militairement, mais qui ont fait un peuple mélangé. Et vous trouvez qu'il marche aujourd'hui? Oui, mais d'accord. Il y a toujours eu des difficultés. Il y a toujours eu des difficultés dans ce domaine. Mais encore une fois, désigner 10% de la population comme les responsables principaux des maux français, je trouve que c'est une mauvaise action. L'identité, c'était le thème de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Il a perdu. Alors pourquoi est-ce qu'il gagnerait en 2017 ? On ne sait pas. Enfin, il avait fait aussi un discours qu'on avait qualifié de fondateur en 2006. Il avait gagné en 2007, quand il a parlé de petits Français au sang mêlé. Voilà. Bon, alors oui, c'était différent, justement. C'était différent. C'était en fait ça l'essence jusqu'à présent de l'identité française. Bon, il stigmatise effectivement les musulmans intégristes, on va le dire. Oui, mais pas seulement, j'ai l'impression. Oui, si, beaucoup. Et la gauche culturelle. La gauche culturelle, alors c'est devenu son nouveau... Est-ce que c'est pas au-delà, pardonnez-moi, je vais vous laisser réagir. L'islamo-gauche, on appelle ça l'islamo-gauche. Non, il a ça, été c'est pas question c'est de pas la ça. France, de ce que c'est aussi une nation, notre appartenance aussi, de ce qui nous unit, aussi de ce qui nous sépare et des problèmes aujourd'hui. Est-ce qu'il a raison de mettre cela en avant ou est-ce que c'est risqué dans cette campagne qui s'annonce? Là, aujourd'hui, il ne parle pas à la France, il parle à la droite. Et en fait, son discours, c'est un discours de la primaire. Et dans ce sens-là, en fait, il arrive à caresser, dans le sens du poil, l'électorat, ou en tout cas les personnes qui sont susceptibles de voter dans le cadre de la prochaine primaire. Il n'est pas en campagne présidentielle, il est en campagne pour la primaire de la droite et potentiellement du centre. Et aujourd'hui, quand on interroge les sympathisants de droite, que nous disent-ils ? Ils nous disent qu'on ne sait plus exactement où va la France. On n'est plus forcément persuadé d'être complètement chez nous. On a des interrogations en matière de sécurité. Quand vous prenez tous les débats qui traversent pas uniquement la France, mais également la droite depuis un peu plus d'1 an, ce sont des débats autour du terrorisme, ce sont des débats autour de l'intégration des étrangers et avec une passerelle qui est faite sur l'intégration des musulmans dans la société française. Ce sont les débats également sur les repas de substitution à l'école qui ont également été portés par Nicolas Sarkozy. Ce sont les débats autour de Cologne, on se rappelle il y a quelques semaines, sur le fait qu'il y aurait pu avoir une organisation de la part de musulmans de viol systématique. Oui. Donc on voit bien qu'on est face aujourd'hui à des électeurs qui écoutent Nicolas Sarkozy, qui ont pu voter pour lui. Alors ça n'a pas été gagnant à la dernière élection présidentielle, mais en tout cas qui disent au moins on a envie d'avoir un message qui est un message de sécurisation. Non, mais c'est la primaire. Peut-être deux choses. D'abord, une petite réponse à Laurent. Je crois qu'il est très important maintenant, vraiment, d'aborder ces questions qui me semblent, moi, à chaque fois, je vous dis, je reviens de plusieurs voyages en France et je suis un peu terrifiée par l'état d'esprit, effectivement, des gens qui ne viennent à ne plus, évidemment, faire une différence très, très claire entre l'islam, c'est-à-dire des comportements, des pratiques, un certain type de pratique, un certain type d'islam, qui n'est pas compatible avec notre vivre ensemble, disons, avec les mœurs habituelles, les mœurs que nous aimons, l'habitude de vivre ensemble de la France. Si vous voulez, je pense que ça les terrifie. Et ça ne veut pas dire détester les musulmans. Ça veut dire exiger un certain nombre de choses, poser des règles claires. Vous êtes contre l'amalgame. Comment ? Vous êtes contre l'amalgame. J'essaye de faire la différence, mais il faut, je crois, je crois qu'il faut entendre. Je crois que les Français ne sont pas racistes. Je crois que quand même, on est le pays où il y a quand même encore beaucoup. Il y a une classe moyenne qui s'est mélangée. Donc il y en a. Mais si on ne reconnaît pas qu'il y a une vraie crise majeure de l'intégration que tous les maires voient, et ça n'est pas Jean-Bernard Lévy, pardon. Ce ne sont pas seulement les gens de droite, ça je crois. Je crois que dans les petites villes, cette peur de devenir minoritaire chez soi, si on continue comme on le fait dans les médias, comme on le fait à Canal+, ou à France Inter, ou si vous voulez, dès qu'on parle de l'identité. Mais non, mais je m'en fiche, ou aux Arocs, ou à Libé, où vous voulez. Je veux dire, ou dès qu'on parle, dès qu'on parle de l'identité, on se met à se moquer des gens. Ça, c'est pas bien. Pardon. On en parle. Au contraire. Attendez. Voilà.
il y a probablement Ça, c'est bon, on une parle pas de la peur, même chose. il y a probablement une angoisse. La question, c'est aussi comment y répondre. Est-ce que vous avez entendu, les uns et les autres, peut-être le plus important, des éléments de réponse dans ce discours, Anita Özer? Dans ce discours, non, parce que c'est un discours d'autorité, c'est un peu yaka. Il faut faire ceci, il faut faire cela, mais il n'y a pas de réponse, il ne donne pas de recette à une meilleure intégration ou éventuellement, sa seule réponse, c'est l'autorité. Or, s'il existait une véritable... C'est pas mal, mais enfin, il ne l'a pas... Ah non, qu'il ne soit pas Ah bon? Qu'il soit pas légitime ou qu'il soit pas, qu'il soit peut-être pas très convaincant dans le rôle, peut-être ça vous pouvez le dire. Ah oui. Mais vous aviez l'air de dire que l'autorité c'était pas une réponse. Vous me dites. Non. Ça peut être une réponse. d'accord. Si l'autorité existe, Ah oui. c'est une réponse. D'accord, pardon. Vous êtes Alors, je d'accord, voudrais Laurent? rajouter un mot Oui, sur non, ce c'est que flou. vous dites à propos Excusez-moi, c'est flou, de l'autorité. l'exaspération des Français. Elle n'est pas uniquement due à ça. Je dirais, il y a un problème de pouvoir d'achat qui compte quand même beaucoup. En province, il n'y a pas uniquement Mais ça, le c'est très problème de important l'islam. parce qu'il y a comme Non, mais un on schisme voit en ce partout, moment. même dans les Laurent pays où il n'y a pas de Geoffrin. chômage, on voit qu'il y a un problème Laurent Geoffrin, identitaire. dans cette c'est vrai. primaire à droite, dont Nicolas Sarkozy n'est pas encore candidat, précisons-le, mais enfin tout s'accélère et c'est quasiment un candidat évidemment qui a tenu ce discours ce soir. Il y a ceux qui disent il ne faut pas trop axer sur les thèmes économiques, c'est ce que vous disiez, il ne faut pas faire de l'économisme, c'est cela. Et puis il y a ceux qui disent au contraire, il faut aller de l'autre côté et parler des valeurs. Est-ce qu'il y a ce choix qui va se faire Oui, mais au sein de parlons des la droite? valeurs, si c'est ça le sujet. Après tout, les gens, le peuple est souverain. Donc, La s'il question de Sonia est s'il décide pourquoi- que les valeurs sont importantes, il faut en parler. Simplement, on n'a pas la même conception, c'est tout. Il y a une conception républicaine consistant à dire il y a des lois, on parle de l'autorité, c'est flou l'autorité, c'est l'autorité de la loi. Mais vous Il y a dites des, conception attendez, il y a des lois laïques, il faut qu'elles soient Qui appliquées. à droite a une conception républicaine donc de ce thème selon vous? Oh, ben, la droite classique et la républicaine, je ne vais pas lui C'est-à-dire faire ce qui? procès. Ben, tous, ils sont tous républicains, le Front Tous National, c'est sauf autre chose. Nicolas Sarkozy? Comment? Tous sauf Nicolas Non. Sarkozy? Non, selon non, vous je n'ai jamais dit qu'il est. Non, mais le problème, c'est. Il est pour une république plus dure. Plus Le autoritaire. problème, c'est de savoir qui en parle, si vous voulez, parce que Alain Juppé évite soigneusement le sujet, parce qu'il a tout à fait peur de. Moi, mon problème, c'est que je pense qu'il parle pas, il s'intéresse pas assez à ce que pensent les Français, et trop pour le coup, vraiment à ce que pensent les médias. C'est ça le problème d'Alain Juppé. Les médias, décidément. On ne va pas leur faire tout leur procès. c'est de rester haut dans les sondages. S'il vous plaît, on va tous avoir la parole. Jean-Daniel Lévy, Pardon. c'est important Il donne d'avoir pas qui aussi Oui. l'avis dans les enquêtes d'opinion, parce qu'il y a des nuances à droite. Il y a Bruno Le Maire qui ne veut pas parler d'identité, qui veut parler de culture. Et il insiste là-dessus. Il y a Alain Juppé qui a parlé d'identité heureuse, même s'il ne reprend plus tellement ce concept et qui prend un peu de distance. Est-ce que ces nuances-là peuvent donner à la fin une droite qui sort un peu sonnée, groggy de ce débat? Je pense qu'il y a deux éléments. Le premier aspect, c'est l'intérêt de Nicolas Sarkozy, c'est de faire en sorte que les thématiques de campagne soient là où il est le plus fort. Et quand on prend les thématiques qui sont les thématiques d'autorité, quand ils sont les thématiques de valeur de la société française ou de regard aujourd'hui à l'égard de l'immigration, c'est aujourd'hui un point qui lui permet de se différencier des autres candidats, encore une fois, dans une réflexion qui va s'arrêter le 27 novembre prochain, c'est-à-dire au soir du deuxième tour de la primaire. Et que c'est dans ce contexte-là que Nicolas Sarkozy prend la parole. Et puis le deuxième aspect, quand même Nicolas Sarkozy aurait perdu la dernière élection présidentielle, quand on regarde l'évolution des intentions de vote et les motivations de vote des électeurs au cours des 2 derniers mois de 2012, on peut voir que la progression dans l'électorat de Nicolas Sarkozy est phénoménale. Phénoménal. Absolument, parce qu'en fait, il est parti d'extrêmement bas, avec un rapport de force qui était de l'ordre de 58-42, à son détriment, pour finir quasiment à un peu moins de 49% en sa faveur, et que entre les 2 tours de l'élection présidentielle, il a réussi, notamment sur cette thématique-là, à agglomérer une partie d'un électorat qui est un électorat qui ne voulait pas forcément voter pour Nicolas Sarkozy, mais qui disait, en utilisant un bulletin de vote Nicolas Sarkozy, on va exprimer des valeurs qui sont des valeurs de la droite. Non, donc, mais dépasser le strict cadre. Et donc là, on est probablement dans une forme de répétition de ce que peut être Nicolas Sarkozy. J'impose mes thématiques de campagne, Oui. ce sur quoi Alain Juppé n'est absolument pas crédible, ou en tout cas n'a jamais pris position là-dessus. Et 2, je répète ce qui avait fait ma force au cours de la dernière élection présidentielle de 2012. D'abord, honnêtement, je ne crois pas qu'il les impose, ces thématiques. Non, mais ce que je crois, c'est qu'il les sent. Je crois qu'il y a quand même chez lui un animal politique qui sent ce qui se passe dans ce pays. Je ne crois pas que ça nous tombe du ciel parce que Sarko joue avec ça. La deuxième chose, la question, c'est est-ce qu'il est le mieux placé, si vous voulez, pour les défendre. D'abord, je constate simplement que c'est le seul pour l'instant, mais peut-être ça va changer. La
seule chose, c'est est-ce qu'une fille qui s'est fait baratiner 2 fois par un type, la 3e fois va se refaire baratiner? Eh bien, la réponse est oui. Je traduis, vous parlez de la crédibilité. C'est-à-dire, il a tenu ce discours, si vous voulez, très. Je vais redonner du poids à l'identité nationale à 2 reprises, et à chaque fois, en tous les cas, allez voir ce qu'on dit de lui au Front National. À chaque fois, si vous voulez, les gens se sont sentis foués, par exemple. Non, mais sur une question, par exemple, très simple. Pardon. Juste, je vais faire parler, c'est intéressant ce que vous dites. Anita Hausser, vous avez parlé de l'autorité tout à l'heure. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce discours, il est surtout, j'allais dire, adressé à Alain Juppé? Nicolas Sarkozy a fini son discours en disant « Pour la France, il faut un homme ». Ou une femme, moi j'ajoute, mais un homme, a-t-il dit, doué de lucidité, de courage et d'autorité. Ils l'attaquent entre eux et ils veulent faire sortir de ses gonds. Or, pour le moment, Alain Juppé ne sort pas de ses gonds et ne lui répond pas. Alors, je ne sais pas si Jean-Daniel Lévy va m'apprendre. C'est ça la question, parce que Laurent Geoffrin, c'est il va prendre la parole dimanche, il va faire une émission politique, parce que je crois qu'il a compris qu'il fallait qu'il s'exprime. On va voir ce qu'il va dire, mais c'est vrai que c'est un sujet avec lequel il n'est pas tellement à l'aise. Et ça, c'est pas sa culture à lui. Et c'est peut-être ça qui explique en ce moment que son socle s'effrite un petit peu. Alain Juppé, qui a fait un livre sur l'école, sur l'éducation, sur l'économie, on l'attend aussi ou en tous les cas, le cœur de cet électorat l'attend sur ces valeurs-là. Le dépossession, d'ailleurs, il existe aussi sur l'école. Oui, mais Pardon. Non, mais c'est vrai que cette question de l'identité va être au cœur de la campagne. Vous avez 2 conceptions. Il y a une conception fixe, fermée, consistant à dire tout élément allogène est dangereux, il faut s'en méfier. Il y a une minorité qui a des valeurs totalement étrangères aux nôtres, et donc il faut essayer de la maintenir à distance ou de réduire le nombre. D'ailleurs, on se demande toujours comment ça fonctionne, parce que comment on va faire pour réduire le nombre de musulmans en France? On va les expulser, donc. Laurent, c'est pas ce qu'il dit. C'est ce qui a vraiment été dit. C'est la logique de la chose. Si la minorité musulmane pose problème, il faut en réduire le nombre. Parce que vous ne voyez absolument pas de possibilité de les convertir aux valeurs républicaines. Si, au contraire. Alors donc... Non, mais je me place dans la logique qui est celle qu'on nous impose. Moi, c'est pas du tout ma logique. Je me place dans la logique de Sarkozy, consistant à dire on n'est pas chez nous. C'est ça qu'il dit. On n'est plus chez nous. Si on n'est plus chez nous, c'est-à-dire que les étrangers dehors. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire quoi alors? À votre avis? Vous voulez que je vous réponde? Ça veut dire, en France, tu fais un peu comme les Romains, tu fais un peu comme les Français. Ça veut dire, en France, il y a un certain nombre de règles communes. Il y a un certain... Vous m'avez demandé... Comme si les musulmans ne les respectaient pas. Vous m'avez demandé ma réponse. Comme si les musulmans ne les respectaient pas. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout, puisque Laurent me l'a gentiment demandé. Donc, ça veut dire... C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, ça n'est pas, encore une fois, les gens qui posent problème et dont il faudrait réduire le nombre. C'est un fantasme, une peur que vous agitez, qui n'est dans aucun programme. Qui n'est dans aucun programme. Non, c'est faux. Non, mais vraiment, la chose, c'est de dire, il y a des pratiques chez nous qui ne nous plaisent pas, de même que nous avons interdit la burqa. Nous voulons faire prévaloir dans l'espace public un certain type de visibilité des femmes. Et j'ajoute à l'attention de Laurent Geoffrin que si un candidat à gauche reprenait la flamme de la laïcité, de la nation, de la défense de la France républicaine, des valeurs républicaines, ceux qui supposent de se bagarrer contre l'islam radical. Mais il ne faut que ça, et c'est pas la même conception. C'est une conception évolutive. Voilà, vous êtes répondu. Anita Hausser, expliquez-nous pourquoi Alain Juppé a cette frilosité par rapport à ces thèmes-là. Pourquoi il est moins à l'aise? D'ailleurs, c'est presque physique, même sur la forme, on le voit quand il l'évoque. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à se saisir de ces thèmes, même s'il le fait, comme les autres, de manière républicaine? Parce que ce n'est pas sa culture, parce que c'est pas ses convictions. Alain Juppé croit à l'intégration. Il a le côté chiracien, et gaulliste, de cette manière. Enfin, surtout chiracien, c'est-à-dire il englobe tout le monde, quoi. Chirac interpose. Et il n'antagonise pas. Alors, il y a l'autre raison, c'est sa cote de popularité, qui était jusqu'à présent très très haute, parce qu'il ne clivait pas. Alors que Nicolas Sarkozy, lui, a décidé de reconquérir son électorat et de tenter de l'élargir. Alain Juppé, lui, il part d'un électorat très large et donc il ne veut pas créer d'antagonisme pour pouvoir conserver ce socle très large. Mais
sa cote s'effrite, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, donc il va être obligé de monter au créneau. S'effrite ou s'effondre? Parce que je crois que c'est 13 points, Jean-Daniel Lévy, je vous pose la question. Mais en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Enfin, mon métier, c'est comme d'essayer de regarder. Les sondages pour la primaire, c'est pas très clair. Non, il baisse un peu, mais il est assez solide encore aujourd'hui parmi les sympathisants de droite, et le fait qu'il ait pris position notamment sur la thématique de l'économie lui permet de pouvoir aujourd'hui fédérer une partie de l'électorat au sein de la droite. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même un débat sur la définition du corps électoral. L'intérêt de Nicolas Sarkozy, c'est de faire en sorte que l'électorat, notamment Front National, vienne voter à la prochaine primaire, si jamais il est candidat. Et dans ce contexte-là... C'est ça l'enjeu, selon vous? Déjà, on est aujourd'hui... Oui, un des enjeux, c'est la définition du corps électoral. Et un des enjeux pour Nicolas Sarkozy, c'est de faire en sorte qu'une partie du centre ou du centre-droit se dise... En gros, cette élection ne nous concerne pas parce qu'on va parler de thématiques qui ne nous regardent pas, ou en tout cas qui ne nous parlent pas en termes de valeurs. Et donc, dévaloriser les motivations de vote en faveur d'Alain Juppé et favoriser un vote aujourd'hui en sa faveur. Donc c'est jouer sur les forces de Nicolas Sarkozy, être certain d'être présent sur les thématiques sur lesquelles jusqu'à présent Alain Juppé ne s'est pas aventuré, sur lesquelles il n'apparaît pas comme étant légitime d'un point de vue général, du point de vue des sympathisants de droite, et en même temps élargir le corps électoral au sein de la droite et de l'extrême droite. Et j'ajoute qu'entre l'UDI, le patron de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, et Nicolas Sarkozy, le torchon brûle, on l'a entendu ce matin sur Public Sénat et Sud Radio, puisqu'il dénonce, on va l'écouter d'ailleurs, c'est un court extrait, il dénonce la culture du parti unique. Il y a une culture, et peut-être que c'est ce qu'exprime Nicolas Sarkozy pour la partie des Républicains qu'il représente, il y a une culture qui est du parti unique, de l'absence de coalition. Nous voulons une coalition. La position de Nicolas Sarkozy semble être de refuser la coalition. Il y a d'autres candidats qui préféraient la coalition. Mais finalement, les candidats ne m'intéressent pas. Celui que les Républicains se choisiront comme chef, comme leader, c'est avec lui que nous discuterons. Voilà, pour la position du centre, qui pense aussi sûrement aux investitures des élections législatives. C'est important de le rappeler. Oui, Anita aussi. Et à l'inverse de ce que dit Jean-Daniel Lévy, l'intérêt de Juppé, c'est que le corps électoral des primaires soit le plus large possible et noie le noyau dur des électeurs républicains, du noyau dur des électeurs des militants et des électeurs du Front National. Moi, je ne crois pas beaucoup à la théorie du coucou qui viennent voter, qui viendront polluer le scrutin les 20 et 27 novembre. En tous les cas, vous serez d'accord, je vais vous laisser conclure. Elisabeth Lévy, la compétition s'accélère. Elle se fera aussi sur ces thèmes. Moi, je pense, non, mais juste un mot peut-être. Tout à l'heure, vous avez dit à la Juppé gaulliste, il croit à l'intégration. La question, excusez-moi, ça me paraît relever du déni de réel. Et c'est ça, je crois, qui est. Parce que il ne s'agit pas simplement d'une croyance. Ce que je vous dis, c'est que nous sommes tous pour l'intégration. On constate simplement que pour une bonne part, elle ne marche pas. Si Nicolas Sarkozy l'a dit dans son discours, j'ai peur que ce qui se passe à droite, en réalité, avec cette victoire d'Alain Juppé, qui d'ailleurs déjà a tellement annoncé que ça devient un peu énervant, mais j'ai peur que ce soit un peu ce qui s'est passé à gauche. On oublie le populo, on oublie ce que veut en gros le peuple de ce pays. Nicolas Sarkozy a rappelé une dizaine de fois le peuple. Allez, la réponse de Laurent Geoffrin. On conclut. Pour le coup, je vais rejoindre Elisabeth Lévy, c'est rare. Mais Sarkozy, qu'il ait tort ou raison, c'est pas la question, mais il joue le clivage entre les élites et la population. Et donc il se place du côté anti-élite. Et donc il essaye de mettre dans un corner Juppé en disant ce type-là, c'est un énarque, un ancien Premier ministre, droit dans ses bottes, tout ça. En plus, il reprend les idées de la gauche, il est fou, etc. Il vit dans un monde à part. Et moi, j'exprime de manière brutale, plus charnelle, plus sentimentale aussi, l'esprit de la population. Nous verrons ce que cela donnera dans les faits. Un certain attachement à la France, quand même, Laurent. Mais ça veut dire que les autres sont pas attachés. Oui, non, je veux dire, on ne peut pas dire ça. Restez avec nous parce que le débat est terminé. Nous allons parler à présent d'une autre campagne américaine. C'est l'édito ce soir. Après la victoire d'Hillary Clinton à l'issue de la primaire démocrate en Californie, eh bien place à la confrontation Trump-Clinton. Bonsoir Jean-Louis Gombault. Bonsoir Sonia. On parle beaucoup de leurs personnalités respectives, Donald Trump et Hillary Clinton, mais qu'en est-il de leur programme économique? Justement, là on ne parle pas des valeurs, mais de leur projet économique. D'économisme, et oui, ma chère Elisabeth. Vous connaissiez? Il en faut un peu de temps en temps. Alors, si vous voulez, moi je pense qu'il n'y a pas de programme. Il y a seulement des idées. Je parle pour les États-Unis d'ailleurs. Si vous comparez, si on met à part le discours de M. Sarkozy ce soir, si vous comparez les deux entre les primaires à droite, on s'aperçoit qu'il y a une volonté vraiment de cohérence, de programme, c'est chiffré, des tableaux, personne ne les lit, d'accord, mais enfin, en tout cas,
ils sont là. Donc il y a quand même une très grande différence, alors qu'aux États-Unis, on est sur des idées extrêmement générales. Alors vous me direz, les programmes, c'est pas important parce que c'est jamais appliqué, d'accord, mais avouez quand même qu'il y a du bon boulot qui est fait. Alors surtout avec l'obsession chez nos candidats de droite, par exemple, des grands équilibres, les problèmes budgétaires, etc. Regardons maintenant du côté américain. Vous écoutez M. Trump, par exemple, il a dans ses idées, c'est la grande réforme fiscale. Alors baisse des impôts de manière considérable des entreprises, on va sur un taux de 15% au lieu d'aujourd'hui 34%, baisse, on sort de l'impôt 75 millions d'Américains, enfin bref, il y a toute une série de baisses fiscales absolument considérables. Il n'a pas chiffré, les experts chiffrent, on dit à peu près c'est 1000 milliards de dollars par an de manque de recettes budgétaires, c'est-à-dire un triplement du déficit budgétaire américain. On lui pose la question, 1000 milliards c'est quand même beaucoup d'argent, et qu'est-ce qu'il répond? C'est extraordinaire. Il dit oui, la dette bien sûr, mais la dette c'est fait pour être négociée. Il ne dit pas qu'elle est faite pour être payée, il dit qu'elle est faite pour être négociée. D'ailleurs, il a passé sa vie à faire ça. D'ailleurs, il a fait 3 fois faillite, donc on espère que ça ne se répercutera pas sur les États-Unis. Mais Mme Clinton est un petit peu plus raisonnable dans cette affaire, mais elle n'est pas plus précise. Elle nous lance un grand programme d'infrastructure écologique, la généralisation de l'Obamacare, qui n'est pas encore complètement généralisée aux États-Unis, mais elle ne nous dit pas combien ça va coûter, quel est le problème. Pour eux, visiblement, on n'est pas devant un quelconque problème avec ces questions budgétaires. Et on voit là, par exemple, la différence qu'il peut y avoir entre la France et les États-Unis, en tout cas. Et alors, en revanche, si on regarde un peu plus dans les détails, on s'aperçoit que, en fait, ces gens-là, visiblement, se méfient des programmes. Et ça se comprend, des programmes économiques. Aux États-Unis, par exemple, la part de la dépense publique dans le PIB, c'est 20%. En France, c'est 50%. Donc, vous avez une masse d'actions, une masse monétaire, une masse financière qui est absolument considérable. Et aux États-Unis, par exemple, on a une libéralisation complète des marchés, il n'y a pas véritablement de régulation. Et à partir de là, bien entendu, que peut faire la politique économique? Et les Américains n'aimeraient pas qu'on précise les affaires de politique économique. En revanche, il y a quand même un aspect qui rapproche Trump et Clinton dans cette affaire, c'est qu'ils sont tous les deux fondamentalement protectionnistes. Et ça, c'est la première fois que 2 candidats américains s'affichent ouvertement, et notamment anti-chinois. Pour le reste, en fait, ce qui les rassemble, c'est God bless America, en commençant par moi-même. Et business as usual. Bien sûr. Thank you, Jean-Luc Gombault. Allez, il est 22h30 passé, tout de suite le rappel des titres. Feu vert pour la ratification de l'accord sur le climat conclu à Paris à l'issue de la COP21. Le Sénat a adopté cet après-midi ce projet de loi. La France est ainsi le 2e pays d'Europe, après la Hongrie, à ratifier l'accord. Je vous propose d'écouter la ministre de l'Environnement. La ministre de l'Environnement que l'on écoutera peut-être dans notre prochain journal. Ratification de l'accord sur le climat qui intervient au moment de la publication par la Haute Assemblée d'une étude sur les moteurs diesel truqués, conséquence du scandale Volkswagen. Les détails avec Mounir Soussi. Regagner la confiance en misant sur la transparence. Pour lever la méfiance vis-à-vis du diesel, la Commission du développement durable du Sénat recommande aux constructeurs de faire ce pari. Elle plaide pour une approche globale de la pollution de l'air sans se focaliser sur un type de motorisation. Les diesels actuels, les motorisations récentes, ne sont pas a priori plus polluantes que les moteurs essence qui eux aussi ont des impacts négatifs en termes d'environnement et de santé publique. Pour réduire les émissions de particules, les sénateurs proposent de développer les voitures propres et de favoriser le renouvellement du parc automobile existant en sortant progressivement de la circulation les véhicules diesel anciens. Alors, les solutions qui me paraissent les plus efficaces, c'est celle du bonus-malus, qui permet justement de diminuer le nombre de véhicules. Concrètement, ça veut dire que vous allez diminuer le nombre de véhicules polluants. Cette solution a un coût pour les finances publiques. Lancée en 2008 et interrompue 2 ans plus tard, la prime à la casse a coûté 1 milliard d'euros à l'État. La mairie de Paris a trouvé un autre moyen pour inciter les propriétaires à laisser au garage leurs voitures immatriculées avant 1997. À partir du 1er juillet, leur circulation sera interdite du lundi au vendredi de 8h à 20h. Il a la parole, rare. Patrick Drahi, le patron de SFR Numéricable, était auditionné ce matin par la Commission des affaires économiques du Sénat. Il a été question de la stratégie de son groupe notamment. Sans détour, avec beaucoup d'aplomb et le sens de la formule, Patrick Drahi a répondu aux nombreuses questions des sénateurs. Julie Hulin.
Patrick Drahi, à la tête d'Altis, 55 000 personnes, 60 millions de clients à travers le monde. Discret, mais fier de ses choix et de sa réussite. Un patron qui a choisi de vivre en Suisse et qui assume. C'est parce que c'est très compliqué de faire du business en France. C'est ça la réalité. Tout à l'heure, vous disiez c'est super, tu as créé ton entreprise, etc. Mais je peux vous dire, le parcours du combattant pour créer une SARL au capital de 50 000 francs, quand on est monsieur personne. Hein. L'entrepreneur, c'est le gars qui veut avancer vite, pas lentement. Donc c'est pour ça que mes sociétés de tête sont à l'étranger. Interpellé sur les impôts, le milliardaire réagit. Oui, SFR paie tous ses impôts en France. Quant à l'optimisation fiscale... Quelqu'un qui habite en France, qui a un compte en Suisse non déclaré, c'est de la fraude fiscale. Quelqu'un qui habite n'importe où dans le monde et qui, sur la base des lois fiscales du pays, optimise sa fiscalité, c'est quelqu'un de malin. Mais je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un dans la salle qui, quand il remplit sa déclaration d'impôt, essaie de payer plus que ce qu'il a à payer. Je ne crois pas. Peut-être s'il veut souscrire au fan club. Patrick Drahi qui a affirmé ce matin ne pas avoir l'intention de jouer un rôle actif pour réactiver une consolidation des télécoms en France. Et place tout de suite au second débat, la jeunesse et le monde du travail. Oui, la loi travail toujours au cœur des mécontentements, tandis que les grèves se prolongent. Eh bien, les socialistes organisent ce soir ont organisé un meeting pour défendre leur vision du travail et l'opposer au projet porté par la droite. Et plus généralement, nous posons cette question ce soir. Quelle vision des jeunes sur le monde du travail? Y a-t-il réellement une division droite-gauche sur le sujet? On en parle avec nos invités ce soir. Camille Lenné, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes secrétaire général du mouvement des jeunes communistes. Benjamin Lucas nous accompagne. Bonsoir. Bonsoir. Président des jeunes socialistes. Avec nous également Clément Forestier, bonsoir. Bonsoir. Délégué national des jeunes Les Républicains. Et nous accueillons Alexandre Loubet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, président des jeunes de Debout la France. Alors, madame, messieurs, avant de parler plus précisément de votre vision du monde du travail, de ses évolutions, nous sommes encore aujourd'hui, Benjamin Lucas, dans une situation de blocage. Les grèves se maintiennent à quelques jours, bientôt à quelques heures d'ailleurs de l'ouverture de l'euro. Il y a en plus la grève des éboueurs avec l'image de la France. Que pensez-vous de cette situation actuellement ? Cette situation est le résultat d'une loi qui ne rencontre pas l'adhésion des Français, d'une loi qui ne rencontre pas l'adhésion de celles et ceux qui ont fait la victoire électorale de ma famille politique, les socialistes et la gauche, en 2012. Et donc, les grèves, elles ne sont pas la cause du problème, elles en sont le résultat. Il y a, je ne pense pas, un seul salarié en grève aujourd'hui qui le fasse par plaisir, parce que quand on fait grève, on perd une journée de salaire, etc. Donc moi, ce à quoi j'en appelle, c'est à l'apaisement, à la discussion, à la négociation. En tout cas, cela nous prouve, une fois de plus, qu'il est difficile de gouverner en allant à l'encontre de ce que nous avons dit dans la campagne électorale de 2012. Ce qui est clair, c'est que vous n'auriez pas pu être aux côtés de votre premier secrétaire du parti, dont vous faites partie, le Parti socialiste, ce soir en meeting, qui lui défendait cette loi travail, pour qu'on comprenne les divisions. D'abord, j'avais déjà un engagement chez vous, mais ensuite j'aurais pu être, surtout ne l'annulez pas, j'aurais pu être présent et je peux souscrire à une partie des propos que je vois ce soir sur la dénonciation du projet de la droite qui vise à casser plus les droits des salariés, à faire toujours plus d'austérité. Mais en l'occurrence, non, je ne peux pas être aujourd'hui dans un rassemblement qui soutient la loi travail parce que moi, je considère qu'il faut rester fidèle à ce pourquoi nous avons été élus le 6 mai 2012. Alors, je poursuis le tour de table. Camille Lenné, même question sur la situation en ce moment. Oui, de toute façon, nous déjà en tant qu'organe de jeunesse, on constate quand même qu'il y a une grosse mobilisation des jeunes depuis le 9 mars et en fait ça se continue et ça a été le point d'orgue le 31 mars et ça continue encore aujourd'hui. Et effectivement, il y a une grosse mobilisation parce que cette loi, comme ça a été dit, elle ne remporte pas l'adhésion des Français. En plus, elle passe en force en 49.3 et c'est un déni de démocratie. Et en fait, parce qu'on parle beaucoup du blocage des salariés, etc. Mais en fait, si la France est bloquée aujourd'hui, c'est à cause du déni de démocratie, du 49.3 qu'il y a eu, puisqu'on n'écoute pas la volonté populaire et les gens qui s'opposent à cette loi aujourd'hui en France. Mais Alexandre Loubet, il y a les grèves qui se prolongent et puis certaines actions qui se durcissent comme la manifestation, le blocage devant le domicile de la ministre du Travail, Myriam El Khomri, qui dénonce elle un acte d'intimidation. Est-ce que vous considérez que c'est inadmissible, c'est un dérapage ? Quel triste constat, à quelques jours de l'euro, un événement qui mettra tous les projecteurs sur notre beau pays qu'est la France, de voir autant de blocages dans notre pays. Mais le problème, c'est que ces blocages, on peut les comprendre finalement. Il ne faut absolument pas les cautionner, le droit de grève est légitime. En revanche, le blocage, lui, dès lors qu'il consiste à bloquer le pays, qu'il consiste à je dirais, nuire à des activités économiques, surtout quand on voit la morosité aujourd'hui. Ça se voit, si je comprends bien. On débattra tout à l'heure. Quand on constate effectivement la situation du pays, moi je me dis, pauvre France aujourd'hui,
pauvre gouvernement aujourd'hui qui a été élu pour le coup. On a des dirigeants soi-disant socialistes. Alors moi je vois pas vraiment honnêtement ce qu'ils ont de socialistes, hein, Benjamin. On pourra en débattre par la suite. Et ces dirigeants-là, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'ils gouvernent contre le peuple, tant sur la méthode avec le 49.3, qui est légitime parce qu'il est, je dirais, présent dans la Constitution, mais ça retrace une certaine hypocrisie de la part de beaucoup d'élus socialistes qui, malgré tout, ont quand même voté en faveur du gouvernement à travers le 49.3 et aussi, je dirais, sur le contenu du projet de loi, puisque M. Hollande n'a absolument pas été élu pour on va un tel rentrer projet. dans les détails. Je conclus ce premier tour de table et je vais vous laisser débattre. Clément Forestier, ce soir, je l'ai dit tout à l'heure, les socialistes tiennent un meeting pour défendre la loi travail et surtout montrer ce qui est considéré pour eux comme l'épouvantail, c'est-à-dire le projet que vous portez finalement. Oui, alors d'un seul coup, mais ça a quelques jours, là, François Hollande, lors de sa grande interview sur TF1, nous a ressorti finalement les bons vieux arguments de la campagne de 2012. Plutôt que de parler de mon projet et de ce que je vais faire ou ne pas faire, je vais vous parler de ce que proposent les autres. Je suis pas sûr que ce soit tellement le sujet, je suis pas sûr que ce soit tellement ce qu'on attend de la part de responsables politiques qui sont aujourd'hui aux manettes. On parlait d'Emmanuel Macron et ses tribunes envolées sur la souveraineté, etc. C'est un peu la même chose aujourd'hui. On attend des ministres qui travaillent et qui fassent leur boulot plus généralement sur ce sujet-là. Je pense que la plaisanterie a assez duré. Et je pense que finalement, on disait il y a encore quelques semaines qu'on se retrouve au milieu d'une pièce de théâtre où chacun jouait très très bien son rôle. Il y avait d'un côté la CGT, de l'autre le gouvernement Emmanuel Valls qui voulait montrer qu'il avait de l'autorité et montrer qu'il était plus fort. Ah mais nous, notre rôle, c'est de proposer une alternative, de travailler à proposer une vraie alternative. Mais notre rôle, nous n'entrons en scène qu'à partir du moment de l'élection présidentielle. Où nous c'est le remake des années 90 avec l'ultralibéralisme, etc. Bon, tu es bien aussi ce que vous êtes en train de faire. Mais moi, quand nous imitons la droite, ce qui arrive sur un certain nombre de sujets, pas sur tous, moi je pourrais te parler de tout ce qui énormément le gouvernement depuis 2012 et qui relève de vraies politiques de gauche pour lesquelles nous avons été élus. Mais moi, dès que nous avons des politiques qui imitent même partiellement ce que fait la droite, je les dénonce. Donc tu pourras pas me prendre en défaut là-dessus. Ah non, mais absolument, mais c'est peut-être aussi un problème. C'est vrai, depuis quelques années, on peut dire pas vrai. Le soutenu sur le tiers payant, j'ai soutenu sur la prime d'activité, soutenu sur le mariage pour tous, j'ai soutenu au moment de la COP21. Il y a quand même quelques projets, quelques quoi que vous avez soutenus. Vous êtes socialiste encore. Oui, mais vous savez, la vie, c'est pas tout blanc ou tout noir. Et moi, justement, c'est pour ça que je vais vous dire une chose. Moi, je regrette justement qu'on fasse cette loi travail, parce que moi, je préférais qu'on consacre de l'énergie à un an de l'élection présidentielle, à effectivement avoir un projet de progrès social, de droit pour les salariés, de reconnaissance des nouvelles. Qui croit aujourd'hui quand on voit que votre propre camp est en train de former des mouvements du temps de travail, la belle alliance populaire et haut la gauche, je ne sais quoi. Honnêtement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la situation est lamentable. Donc de partage du temps de travail, d'augmentation des salaires. Moi, je fais en ce moment une campagne pour le droit aux vacances. Je préférais qu'on fasse ça plutôt qu'effectivement faire cette loi travail. Alors Camille Henné, c'est-à-dire qu'il y aurait à vous écouter deux façons aujourd'hui de réformer le travail en France, celle du gouvernement qu'on pourrait qualifier, qu'eux-mêmes qualifient de social, démocrate, libéral, et puis qui consisterait à conserver, c'est ce qu'ils disent, les acquis, et puis à œuvrer pour la sécurité des salariés, et puis celle de la droite, qui consiste à demander encore plus d'efforts. Il y a deux visions aussi séparées. Oui, il y a deux visions. De toute façon, il y a ce qu'on peut appeler les politiques de libéralisation, et cette loi travail, c'est une loi libérale. Pour moi, elle s'inscrit là-dedans. Et puis après, par contre, il ne faut pas dire non plus que les salariés qui se mobilisent, que les grévistes, que les syndicalistes sont pour le statu quo, parce que c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que vous souhaitez alors ? C'est quand même le cas. Non, puisque Philippe Martinez lui-même a dit on est pour un code du travail du 21e siècle, parce que effectivement, il faut aussi avec des méthodes du 20e. Ah bah écoutez, après ça c'est vous qui voyez, hein. Ça vous connaît les méthodes du 20e. Cher, franchement, le 20e siècle, bon. Surtout dans votre camp. C'est ce que j'allais dire. Mais honnêtement, quelle est votre vision ? Moi, ma vision, c'est qu'on est en train aussi de voir les mauvais problèmes. Je m'explique. Aujourd'hui, on a une directive des travailleurs détachés avec 500 000 travailleurs étrangers qui paient les cotisations sociales dans leur pays d'origine et qui constituent un véritable dumping social sur notre propre territoire. Ces gens-là paient les cotisations sociales dans leur pays d'origine. Alors, on les comprend qu'ils viennent travailler en France. Ils sont 40% moins chers que la majorité de nos entreprises françaises qui, pendant ce temps, pardonnez-moi l'expression... On peut parler des travailleurs détachés. D'ailleurs, la France a fait beaucoup pour encadrer les travailleurs détachés. Mais toujours les étrangers. Ce sont les thèmes de Debout la France. Ça crée 500 000 postes de chômage. Toujours les étrangers qui viennent travailler avec vous. Toujours. L'Europe ou les étrangers ? Attendez, s'il vous plaît. Où est-ce que vous placez le curseur du réformisme aujourd'hui en France ? Est-ce qu'il faut réformer ce code du travail ? Est-ce que là-dessus, vous êtes d'accord ? Chacun a une vision. Il est évident qu'il faut réformer le code du travail. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement, on est totalement d'accord pour une fois. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement adapter les conditions de travail à l'évolution
de la mondialisation à l'évolution de notre époque. Ça veut Très dire casser concrètement, le code qu'est-ce du que ça travail. veut dire? Non, absolument pas, ça ne veut pas dire. Je vais vous dire. L'équation est simple. Il faut à la fois répondre aux exigences économiques et à la fois à la nécessité de préserver nos acquis sociaux. Parce que nos acquis sociaux, c'est l'exception française. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne le fait de supprimer, comme je l'ai dit, et c'est très important, j'insiste, la directive des travailleurs détachés. Ça veut dire donner des bonus aux entreprises qui investissent en France. Oui. Ça veut dire supprimer des contraintes complètement aberrantes qui ont été établies par la gauche comme par la droite. Par exemple, je peux donner un exemple parmi tant d'autres. Un apprenti boucher aujourd'hui n'a absolument pas le droit de couper la viande au sein d'une boucherie. Ce que vous appelez des contraintes, c'est des protections des salariés. Et donc en fait, je pense que aussi quand une protection des salariés pour quelqu'un qui veut apprendre à être boucher. Je termine. Clément Forestier, puisqu'on continue sur le code du travail, puisque vous voulez imaginer un code du travail du XXIe siècle en reprenant ce qu'a dit Philippe Martinez. On a du mal à l'imaginer, vous allez nous l'expliquer. Est-ce que pour vous, Clément Forestier, il faut vraiment l'adapter, ce code du travail aux réalités? Est-ce que du changement, des mutations, des bouleversements, ces mots, ils sont... Mais face aux deux visions que je retrouve ce soir, l'une qui consiste, à ma droite, à adapter le monde du travail à une espèce de financiarisation globale et générale et à être un peu à la traîne de ce mouvement, et l'autre qui consiste à protéger et scléroser absolument le droit du travail tel qu'il est aujourd'hui, je fais le choix de l'avenir. Je dis, inventons un droit du travail, inventons un droit du travail qui s'appliquera demain. Faisons enfin protégeons des nouvelles souffrances qui sont apparues, ce que la France a toujours su faire quand elle a créé le code civil, ce que la France a toujours su faire par le passé, c'est-à-dire créer des droits nouveaux, pas casser ceux qui existent. Influencer le droit mondial. Inventons ensemble un nouveau droit du travail qui s'adaptera à la société de demain. C'est quoi pas la société de demain? Est-ce que vous êtes d'accord sur les termes de l'ubérisation de la société, ou est-ce que vous pensez que c'est une précarisation? Pour certains, c'est l'illusion de l'indépendance du travail, l'ubérisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Ouais, moi je pense que vous parlez de l'ubérisation. Justement, une vraie réforme de gauche du droit du travail serait aujourd'hui de protéger un certain nombre de personnes qui ne bénéficient pas de protection sociale parce que justement elles ne sont pas salariées. Ça, ce serait une vraie réforme de gauche plutôt que de dire il y a l'ubérisation et donc on doit s'adapter. Moi je veux bien, si on était toujours au temps de l'adaptation, je ne veux pas faire dans les clichés, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais si on était toujours au temps de l'adaptation, on n'aurait pas fait les congés payés. Si on n'était pas au temps de l'adaptation, on n'aurait pas fait la réduction du temps de travail, etc. Au contraire, justement, soyons pragmatiques, adaptons-nous, créons, j'y reviens à chaque fois que je viens sur le plateau et je l'ai dit au moins 3 fois depuis le début, mais j'insiste, la réduction du temps de travail, quand on a du chômage de masse, quand on n'a pas de productivité et pas de croissance, quand on a une hausse de la productivité, et pas de croissance, eh bien on est obligé de partager le travail pour travailler mieux, moins et tous. Ça, c'est pragmatique, et ça, c'est moderne. C'est le discours que tu prônes, Benjamin, depuis longtemps. C'est le discours que prenait déjà le Parti socialiste et qu'a d'ailleurs appliqué le Parti socialiste dans les années 90. 350 000 emplois en plus. Ça s'appelle les 35 heures. Chacun peut juger 350 000 emplois dans ce pays. C'est la dernière fois qu'on a créé autant d'emplois dans ce pays, c'est les 35 heures. Et la preuve de ça, c'est d'ailleurs que partout dans le monde, les pays ont fait la queue pour nous imiter sur cette mesure fantastique qui nous amène aujourd'hui à plus de 10% de chômage. Et c'est juste un point très important. On ne peut pas parler de travail aujourd'hui dans un pays qui a plus de 10% de chômage sans parler de chômage. Et malheureusement, ce que ce discours qui est tenu en face de moi a pour ce qu'il entraîne comme conséquence, c'est justement de bloquer l'accès à l'emploi pour ceux qui n'y sont pas. Protéger les emplois là où ils sont ne va pas sauver l'emploi partout. C'est faux, l'OCDE. Mais non, soyons sérieux. L'Allemagne protège mieux ses salariés en CDI que nous. Et aujourd'hui, l'OCDE, c'est pas Philippe Martinez, c'est pas Benjamin Lucas. L'OCDE, mais tu me parles des CDI. Je finis. L'OCDE nous dit que la protection de l'emploi n'a rien à voir avec le taux de chômage et que c'est pas. Et au contraire, en période de crise, quand on protège plus l'emploi, eh bien, on évite beaucoup de destruction d'emplois. Donc là aussi, soyons sérieux. Tout à l'heure, soyons pragmatiques. Camille Lenné, Alexandre Toubé, une seconde. Est-ce que vous estimez que le code du travail est un frein à l'économie? Est-ce que vous entendez aujourd'hui ce que disent les patrons des petites et moyennes entreprises et même des TPE, des très petites entreprises? Ils vous disent souvent sur ce plateau, mais on n'arrive pas à embaucher. Aidez-nous, nous, on veut faire repartir la machine. Est-ce que ce discours-là, il touche, j'allais dire, celle qui se bat aujourd'hui au sein du mouvement communiste ? Mais après, c'est pas le code du travail le problème de tout ça. Enfin, c'est pas en protégeant les salariés. Après, ils disent ça. Pas les croire. Mais de toute façon, en plus, ils disent pas ça comme ça. Et en plus, c'est pas. Quand ils sont là, ils disent ça comme ça. Excusez-moi. Non, mais attends, je confirme. Vous n'allez pas traduire les gens qui disent directement. Attendez, laissez parler Camille Lenné, et puis vous aurez la parole. Et puis en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est effectivement le grand patronat et la finance. En fait, c'est pas les petits patrons de PME, etc. Ils souffrent aussi. Oui, ils souffrent évidemment, mais du coup, c'est pas. Ils demandent un allègement
de ce code. Oui, mais ce n'est pas en faisant ça et en réduisant les droits des salariés que ça va déjà créer de l'emploi et que ça va en plus permettre aux patrons de PME de vivre mieux. Ce n'est pas ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est pas vrai. Le vrai problème de cette loi travail, dans les faits, c'est qu'en fait, elle est en train de favoriser le licenciement et non l'embauche. Le vrai problème de cette loi travail, c'est qu'elle ne prend pas en compte le fait qu'un patron n'a qu'une envie, c'est de créer des embauches, non pas pour licencier, mais pour développer son entreprise. Le vrai problème de cette loi travail, c'est quoi? En fait, c'est qu'elle n'est pas accompagnée par une politique et une vision globale. Ce que je veux dire par là, c'est que tu m'attaquais tout à l'heure sur le fait, soi-disant, qu'on avait une vision un peu ringarde, etc. Mais qui a une vision ringarde aujourd'hui? Moi, ce que je constate, c'est que tous les pays qui réussissent dans la mondialisation, parce que c'est un fait, ont un État qui non seulement facilite l'innovation, accompagne l'économie et impulse les secteurs clés de l'économie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a une politique industrielle à mener. Oui, mais on se retrouve là-dessus. Mais le vrai problème, c'est que depuis 30 ans, les gouvernements de gauche comme de droite on sont retrouve aussi succédés. Macron, d'ailleurs. Et pas un seul gouvernement, et c'est le problème, et pas un seul gouvernement n'a laissé le pays dans un état meilleur qu'il ne l'avait retrouvé. Et qu'est-ce que ça implique tout ça? Mais ça vous, implique si vous êtes de pouvoir, 2002, la gauche plurielle, la gauche assemblée au gouvernement, a rétabli les comptes de la sécurité sociale, a créé 350 la 000 gauche plurielle, pour vous, c'est le prétexte à chaque fois de s'unir pour se retrouver au gouvernement et pour trahir le peuple. Non, je veux dire qu'il y a eu une expérience de 5 ans où le pays était en meilleur état à la fin qu'au début. Je vais juste on va faire une parenthèse. Au niveau de quoi? Des chiffres du chômage que vous avez pris, des défauts d'actualisation. Et même aujourd'hui, sur certains sujets, on va faire une parenthèse sur les grands principes macroéconomiques pour vous ramener aussi au thème du débat. Et c'est pour ça que vous êtes réunis ce soir. Clément Forestier, dans les différents sondages et enquêtes sur les jeunes et le monde du travail, de nombreuses enquêtes reflètent une forte inadéquation et un besoin d'autre chose. Qu'est-ce que vous, tout simplement, vous recherchez? Qu'est-ce que vous attendez d'un premier emploi ou qu'est-ce que ce que vous connaissez attend d'un premier emploi aujourd'hui? Mais je crois que justement le monde du travail change et la génération que nous sommes, parce qu'on a tous à peu près le même âge, a été aussi élevée justement en adéquation avec ces changements-là. Je pense que petit à petit, le mode du salariat va petit à petit disparaître ou du moins s'amenuiser. Donc ça implique la mort de notre modèle social. Terminer une phrase. Non, pas du tout. Si. Au profit d'une individualisation plus grande du travail. C'est la raison pour laquelle le gouvernement Nicolas Sarkozy avait créé le régime de l'auto-entrepreneur qui fonctionne si bien. Je ne sais toujours pas pourquoi et au nom de quoi la gauche vous êtes attaqué à ça. Ça fonctionnait. Ça fait du chantage. Il ne faut pas t'embaucher, mais créer mais ça, c'est la précarisation de la société. Benjamin, je l'ai fait moi-même. Dans plein des cas. Moi-même, j'ai été auto-entrepreneur. Je peux te garantir que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Je peux t'en présenter plein. C'est un vrai vecteur de liberté. Je peux aussi t'en présenter plein qui galèrent. C'est un vrai vecteur de liberté. Et c'est un vrai vecteur pour créer son propre emploi dans un monde où on a de plus en plus de mal à en trouver. Encourageons les jeunes à créer leur propre emploi, à créer leur propre activité, à faire un modèle social et avoir un État qui peut détenir ses compétences régaliennes, à savoir la sécurité, la santé, l'éducation, si on fonde notre modèle social sur des start-up, sur des entreprises individuelles, on ne peut pas. Mais c'est notre société actuelle. Mais Alexandre Loubet, elles existent. On n'est pas en train d'inventer ces start-up. Pourquoi il n'y a pas de Twitter français? Pourquoi il n'y a pas de Facebook français? Mais pourquoi il n'y a pas? Mais je vais exactement vous dire. À une époque, on a eu Alstom. Pourquoi est-ce que ça a échoué? Pourquoi est-ce que ça a été racheté par les Américains? Tout simplement parce que ça a été abandonné par l'État. Mais ça, on est d'accord. Moi, je ne veux pas nationaliser à tout va. Il faut du bon sens. Vous êtes protectionniste. Il faut sortir, mais à la fois, ça ne veut rien dire. C'est tout simplement du bon sens. Il faut sortir des idéologies qui ne sont que des extrêmes. Il faut du bon sens. Je suis désolé. À un moment, on est obligé de répondre à l'intérêt national, l'intérêt général, le bon sens. C'est ce qu'on appelle du protectionnisme. Vous le couvrez de bon sens, c'est bien, mais ça s'appelle toujours la même chose. Benjamin Lucas, sur ce que vous disiez, ça m'a frappé sur le statut d'auto-entrepreneur. On imagine aussi que les gens ont la liberté d'être auto-entrepreneur. On ne va pas tous dire qu'ils sont des victimes d'un système aujourd'hui. Ça ne veut rien dire la liberté. La liberté, on peut être libre. Non, mais ça ne veut rien dire en soi. On est libre, par exemple, quand on est dans une entreprise et qu'on est soumis, par exemple, à la pression de la menace d'un licenciement, on n'est pas libre. Et je pense que quand on est entrepreneur, on est libre quand effectivement ça marche, quand on a les moyens, quand les banques suivent aussi, ce qui est un des vrais problèmes. On ne l'est pas quand on est obligé d'être auto-entrepreneur parce que sinon on ne trouve pas de travail. Mais si on croit, et là aussi il faut sortir des caricatures, c'est une utopie aujourd'hui de croire qu'on va régler le problème du chômage par l'auto-entrepreneuriat. Parce qu'en vrai, notre problème aujourd'hui, et ce que disent beaucoup de chefs d'entreprise, notamment de PME, les emplois jeunes, les emplois aidés, c'est les carnets de commandes. C'est les carnets de commandes. C'est que si aujourd'hui les entreprises n'embauchent pas, c'est pas parce qu'il est trop difficile de licencier, c'est pas parce qu'il n'y a pas assez d'auto-entrepreneurs, c'est pas parce qu'il n'y a pas assez de flexibilité, c'est parce que quand elles visualisent leur carnet de commandes, ils sont vides. C'est ça la vraie question. Je vous ramène à la question sur les valeurs. Vous, personnellement, à quelles valeurs vous aspirez au travail? Quelles sont pour vous les valeurs centrales, cardinales, qui doivent être protégées aujourd'hui pour les salariés et pour les plus jeunes?
aussi. Oui, pour les plus jeunes, de toute façon, ça revient à tout ce qui est dit en ce moment là. Mais en fait, si les jeunes ils vont faire de l'entrepreneuriat, parce que Pierre Gattaz, par exemple, il nous rabat les oreilles avec faut devenir entrepreneur, c'est un métier, entrepreneur, c'est un statut, entrepreneur en fait, c'est pas un métier. Et en plus, c'est ça sous couvert de vouloir casser le CDI, le droit commun, etc. Puisque si on se retrouve à faire ça, c'est aussi parce qu'on n'a pas de débouchés. Et par contre, il y en a la moitié qui reste sur le carreau et qui se retrouve après sans assurance chômage et parce qu'on n'est pas protégé quand on fait ce genre de choses-là aussi. Et ça, je pense que c'est un vrai problème. Et en fait, ce qu'on aspire quand on est jeune, puisque la première préoccupation chez les jeunes, c'est l'emploi, c'est aussi d'avoir un avenir stable et de se retrouver, après ses études, pas à galérer, à se retrouver bloqué dans un sas de précarité pendant des années, mais avoir un emploi stable direct et à faire des choses qui nous plaisent. Et ça, je pense qu'on n'a pas... Et en fait, toute cette volonté de stable, place... c'est par exemple un emploi, dire à vie. Pour moi, à vie, je ne sais pas si c'est à vie. Parce qu'après, stabilité, qu'est-ce que c'est? Stabilité, c'est se dire qu'en fait, un mois après avoir été embauché, on ne va pas se faire virer et qu'on a aussi on doit avoir une perspective de pouvoir payer son loyer pendant un petit moment. Et en fait, pour moi, le CDI, ça doit être la norme d'emploi aujourd'hui. Ça doit être ça. Vous avez parlé des valeurs et je trouve ça très intéressant parce que lorsque l'on regarde la philosophie du texte de loi travail aujourd'hui, on constate, qu'est-ce qu'on constate justement? On est en train de ne plus récompenser l'effort et le travail. Et moi, c'est justement ce que j'aimerais récompenser. Et c'est en ça que je me reconnais dans notre projet. Une mesure très simple que propose votre loi travail, parce que je regarde plutôt Benjamin parce que c'est son parti, gentil, mais... même si tu n'y adhères pas. Je n'ai pas donné le sentiment que je défendais beaucoup la loi travail. Mais très bien. Oui, on constate que les heures supplémentaires à aujourd'hui vont être moins rémunérées. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que d'un côté, on est en train de raser gratis, avec toujours plus d'assistanat, avec une AME qui est en train d'exploser. Ah, ça y est, de les l'autre étrangers. côté, Ça y est, je me disais, on va bientôt avoir fini. Il s'en est pas encore attaqué aux étrangers. C'est plus debout la France, c'est coucher la République là. Bon, allons-y. En même temps, on pourra jamais plus la coucher plus bas que ce que vous avez fait vous. Je suis désolé. L'AME, et c'est vrai que les microbes, c'est vrai que les microbes vont s'arrêter à la frontière. C'est vrai que on a plus de 3 millions de mal logés en France. On a plus de 3 millions de mal logés en France. Et alors, moi je ne pense pas les souffrances. Il y a de plus en plus. Attendez, vous êtes en train, le gouvernement socialiste est en train de dérembourser. 2 secondes. Le gouvernement socialiste est en train de dérembourser de plus en plus de médicaments. Les Français sont de plus en plus mal logés. On a plus de 150 000 SDF dans nos rues. Quel rapport? On voit. Le rapport, c'est quoi? C'est qu'on voit l'AME qui est en train de constituer un appel d'air, surtout avec les vagues de migration. On voit laissez répondre à c'est vrai que quelqu'un qui veut immigrer fait un cours de droit comparé pour savoir où est-ce que c'est le plus intéressant socialement d'immigrer. Bon, juste une chose sur la question de l'assistanat, parce que c'est insupportable d'avoir ce genre de discours à longueur de journée. Aujourd'hui, ce que vous appelez les assistés sont des gens qui touchent des revenus extrêmement modestes. Le RSA, c'est 460 euros. Je n'ai pas attaqué le RSA. Pour moi, l'assistanat, on sait à quoi ça renvoie, etc. Vous parlez de ça, vous parlez des étrangers, vous parlez de gens qui souffrent, vous parlez de gens qu'on ne laisse pas mourir. Oui, moi je pense qu'un État moderne. Je parle des abus, je parle des excès de notre système social. L'AME, c'est pas un abus. On soigne des gens. Je veux dire, c'est quand même l'humanité première. On peut être de gauche et de droite et être d'accord comme sur le fait qu'on laisse pas arrêter le monde des bisounours. Si vous me permettez, tous les deux, on est sur. Non, mais on dévie très vite. Et d'ailleurs, comme il nous reste encore une minute, je voudrais vous laisser la conclusion à chacun d'entre vous et chacune d'entre vous pour vous demander, selon vous, maintenant Clément Forestier, nous sommes à quelques jours, on l'a dit, de l'euro. Ça fait des semaines que nous sommes dans cette situation qu'on peut qualifier de blocage. En tout cas, ce sont des grèves. Évidemment, il y a le droit de grève, mais il y a aussi l'image de la France avec la grève des éboueurs qui s'ajoute. Comment sortir de cette crise, selon vous, s'il y avait un chemin de crête? Non, mais c'est quand même ces deux questions différentes. La question des blocages et des grèves, je pense que la seule sortie possible, c'est une réforme profonde de la représentativité professionnelle et donc du monde syndical. Il faut en finir avec ce monde syndical d'un autre temps, qui a des pratiques d'un autre temps. Conclusion rapide. La conclusion rapide, en fait, si on veut que la situation elle cesse et tout ça, en fait, il suffit de s'adresser au gouvernement et qu'il retire la loi travail. Benjamin Lucas. Vous verrez que tout ça n'empêchera pas la France de gagner l'euro. C'est positif, tu as raison. Mais moi je conclurai en disant que quoi qu'il en soit, ça empêchera le PS très certainement d'être réélu en 2017. C'est un autre pronostic. Et je souhaite une chose, c'est que Manuel Valls démissionne au plus vite. D'ailleurs, je crois que ça l'arrangera personnellement, parce que c'est quand même lui et son gouvernement qui sont responsables de la situation actuelle du pays, qui pour le coup ne donne pas une belle vision à toute l'Europe. Et votre regard, merci à vous. Merci. C'est l'heure à présent de la parenthèse dans cette émission. Comme d'habitude, c'est le micro trop tard d'Alex Darmon, et justement, qui a recueilli, Benjamin Lucas, les pronostics des politiques sur le match France-Roumanie ce vendredi. Je vous le demande. France, bien sûr. Eh oui, mais combien? 3-0. Là, se cache. Les paris sont ouverts, regardez. Ça y est, l'Euro de football va commencer en France vendredi soir avec comme premier match France-Roumanie. Alors quels sont les pronostics de nos hommes politiques? Qui vont soutenir pendant cet Euro? De toute façon, en football ou en politique, tout est une question de soutien. C'est tout. Allez les bleus ou les rouges, ça dépend pour qui on est.
Vous allez soutenir la France À fond les ballons, c'est le cas de le dire. Non seulement on va soutenir l'équipe de France, mais en plus on va essayer de vibrer à chaque match. Moi, la France. La France Et aussi. puis Didier Deschamps. Vous allez bien? Votre pronostic pour le premier match de l'équipe de France de football, France-Roumanie, c'est tout ce que je veux savoir. J'y serai. J'ai envie de jouer à Jean-Pierre Elkabbach et que vous jouez à François Barouin. Vous vous engagez pour qui? Pour l'Euro de football. Monsieur Barouin, juste une question sur l'Euro. Vous allez soutenir quelle équipe? Ah ben, je suis pour les Bleus. Votre décision est inconditionnelle? Oui, Jean-Pierre. Et ça Dernier mot, Jean-Pierre. fait longtemps que vous avez pris votre décision? Oui, ça fait longtemps que j'ai pris ma décision. C'est bon, on se prend pour Elkabbach. Hein. Oh, c'est formidable. Je le fais bien? Vous savez qu'il arrive à l'âge de la retraite. Ah, c'est un message. Un ambitieux. Et votre pronostic? Non? Vous voulez pas? Je connais le côté aléatoire du sport. Donc on verra. Mais des fois, il vaut mieux être outsider que favori. Si vous faites un parallèle avec la grande échéance de 2017, il est plutôt outsider. Je vous vois venir. Donc c'est plutôt une bonne position pour lui. Merci à vous, monsieur Sarkozy. Merci. Vous aussi, vous êtes ambitieux chez les sarkozystes en ce moment en même temps. On est tous ambitieux, c'est important. Ouais, c'est vrai. Vous êtes sûr de vous? C'est sûr. Comme on a parfois des petites faiblesses en défense, on peut éventuellement prendre un but. Là, on parle à un connaisseur, donc je suis un peu rassuré. Allez, 2-0, je prends. J'ai autre chose à faire qu'à faire des pronostics à votre caméra. Les pronostics, je les fais quand je discute avec mes copains en buvant une bière. Bon, peut-être qu'un jour on boira une bière ensemble. Bon, alors ok, ils ont des pronostics, les politiques, mais qu'est-ce qu'en pensent les pros? Il faut toujours faire confiance aux pros de toute façon. Bon, Robert, on a été voir les hommes politiques, on leur a parlé de l'Euro de football, et ils nous disent tous que la France va gagner. Objectivement, c'est quoi le vrai pronostic? C'est la France? Bah, objectivement, oui, je vais être d'accord avec nos hommes politiques. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah alors, déjà marqué, ça c'est déjà pas mal. Dans la boîte? Voilà, très bien. Très bien. Vous auriez pu être un homme politique, vous? Non, pas du tout. Non. Impossible? Déjà, je peux pas être entraîneur, donc je Ah, vous pouvez pas être entraîneur? Non, bah non. Donc je risque pas d'être dans la politique. Non. Je suis pas bien là. Robert Deuxième Pérez qui me tentative. regarde. En plus, c'est filmé, analysé. Ah, on appelle ça la pression. Voilà. Eh bien, décidément, Alex Darmon, heureusement qu'il n'est pas dans l'équipe de France. Allez, il est 23h, tout de suite, c'est le journal avec Sophie Normand-Couturier. Souder la gauche face à la droite et plus spécialement la droite sénatoriale. Réunion socialiste ce soir en présence notamment de Manuel Valls, Myriam El Khomri et le premier secrétaire du PS pour défendre la loi travail. Elle arrive la semaine prochaine à la Haute Assemblée. La majorité serre les rangs. Reportage de Quentin Calmet. Objectif ce soir, défendre coûte que coûte la loi travail et remobiliser les socialistes pris par le doute. Manuel Valls, Myriam El Khomri, Stéphane Le Foll, tous le martèlent, le gouvernement ne reculera pas. La démocratie, ce n'est pas la rue. La démocratie, c'est le vote. La démocratie, c'est la démocratie sociale dans l'entreprise. Quand chacun peut dire son mot. Dans quelques jours, la loi sera examinée par le Sénat à majorité de droite. L'occasion de ce meeting, c'est donc aussi de marquer sa différence avec les Républicains. Le problème de la France, c'est la droite. Un sénateur de droite avait d'ailleurs fait le déplacement. Jean-Baptiste Lemoyne est même rapporteur de la loi El Khomri. Il dénonce la supercherie de ce meeting. Je trouve ça un peu facile d'essayer de refaire une unité qui n'existe plus au niveau du Parti Socialiste sur le dos de la droite. Un rendez-vous qui s'est tenu dans une grande tension, tout un quartier de Paris bloqué, des manifestants aux abords de la salle, le signe que la nervosité autour de la loi travail n'est toujours pas retombée. Il n'est pas encore officiellement candidat, mais cela n'a visiblement pas empêché Nicolas Sarkozy de tenir lui aussi un grand meeting ce soir près de Lille. Au menu, ses thèmes de prédilection, l'autorité, l'identité nationale et des attaques en règle contre le politiquement correct. On écoute l'ancien chef de l'État. Si vous dites il y a des Molenbeek dans les banlieues françaises, le politiquement correct, c'est de dire mais vous jetez de l'huile sur le feu. Une minorité pense qu'il n'y a pas de problème d'immigration, pas de problème de communautarisme, pas de problème de sécurité. La majorité pense le contraire, mais c'est la minorité qui aujourd'hui décide de ce qu'il convient de dire, et pire, de ce qu'il convient de penser. Le politiquement correct, c'est la police de la pensée exercée par ceux qui sont minoritaires dans le pays, mais majoritaires dans une partie des élites. Nous n'en voulons plus. Voilà.
Les poubelles s'amoncellent dans les rues de Paris. La grève dans les centres de déchets se poursuit, comme dans plusieurs raffineries. Et c'est sans compter celle à la SNCF, reconduite demain, malgré les concessions de la direction sur le temps de travail. L'entreprise publique qui, en échange, devrait recevoir quelques 100 millions d'euros supplémentaires de la part de l'État en 2017. À 2 jours de l'euro, le gouvernement ne parvient pas à calmer la grogne sociale. Après plus d'une semaine d'inondation, l'heure est à la remise en état. L'arrêté de catastrophe naturelle a été pris ce matin au Conseil des ministres. Sont concernées 782 communes situées dans 17 départements. Une reconnaissance qui ouvre la voie à une indemnisation plus rapide des sinistrés. Le point avec Sandra Cerquera. Maintenant que la décrue a commencé, il est temps de constater les dégâts. Et pour ouvrir la voie à une indemnisation plus rapide, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu dans 782 communes, situées dans 16 départements, incluant ceux de l'Île-de-France. Les assurés ont jusqu'à 10 jours pour adresser leur déclaration de sinistre à leur assureur. La reconnaissance d'état de catastrophe naturelle s'obtient à la demande du maire de chaque commune sinistrée. La requête est ensuite transmise à la préfecture, puis au ministère de l'Intérieur, avant de passer devant une commission interministérielle chargée d'émettre un avis. 958 dossiers ont été examinés, il reste 138 dossiers à examiner qui le seront la semaine prochaine. Seul l'état de catastrophe naturelle permet d'être totalement indemnisé, car sans ce dispositif, l'assureur peut refuser de couvrir les dommages. Des dommages dont le montant est pour l'instant estimé par l'Association française de l'assurance à près d'1 milliard d'euros. Ils ont bénéficié d'une importante réduction de leur ISF. Liliane Bettencourt ou Bernard Arnault, au total, une liste nominative de 50 contribuables publiée par le Canard enchaîné. Le ministère des Finances a annoncé avoir déposé une plainte pour violation du secret fiscal. Bercy, qui crée en février 2014 le parquet national financier à la suite du scandale Cahuzac. 15 magistrats confrontés aujourd'hui à des dossiers sensibles. Et emblématique aussi, l'affaire des Panama Papers, la fraude fiscale de Google, McDonald's ou UBS, la corruption à la FIFA également. Des magistrats qui ont reçu hier la visite de plusieurs sénateurs. Reportage de Marie Brémaud. 15 magistrats pour 358 affaires tentaculaires, une équation quasi impossible à résoudre selon la procureure en chef du parquet national financier. Nous sommes saisis de tous les dossiers de fraude fiscale aggravée à dimension internationale qui comportent des éléments d'extranéité, c'est-à-dire dont les schémas sont complexes avec le recours à des sociétés offshore. Traquer les millions d'euros à travers le monde, analyser les milliers de données informatiques, le parquet financier français apparaît dès lors sous-dimensionné. À titre de comparaison, l'équivalent de cette institution au Royaume-Uni, le Serious Fraud Office, dispose de 480 personnes, comprenant des enquêteurs, des juristes et des experts. Une situation à laquelle s'intéresse de très près la commission des finances du Sénat, qui s'est rendue dans les locaux parisiens du parquet financier. C'est un soutien de la commission des finances du Sénat, parce qu'elle s'intéresse à la question de la fraude fiscale, pour une raison toute simple. Nous avons une espèce de mission qui est de veiller à l'équilibre des finances publiques. Donc nous voulons trouver de l'argent. Les enjeux ici sont multiples. Judiciaires, technologiques, mais également éminemment politiques. Le gouvernement, depuis l'affaire Cahuzac, a fait de la lutte contre l'évasion fiscale son cheval de bataille. Une bataille qui pourrait s'avérer des plus rentables. J-2 avant le lancement de l'Euro de football, la compétition fait l'objet de toutes les attentions en matière de sécurité. Les sénateurs de la commission des lois se sont rendus hier au Stade de France pour vérifier le dispositif de sécurité mis en place. Un dispositif satisfaisant, même si le risque zéro n'existe pas. On écoute le sénateur Philippe Bas. Le sentiment que je puis répercuter, c'est qu'ici, il n'y a rien d'improvisé, tout est organisé. Et par conséquent, oui, mon sentiment est que les leçons de toutes les imperfections dans le fonctionnement de la sécurité ont été tirées. Et j'espère que nous pourrons vérifier pendant l'Euro 2016 que cette organisation est parfaitement efficace et opérationnelle. Et sachez que le gouvernement vient de lancer une application Alerte Attentat, téléchargeable gratuitement. Elle permet d'être alerté en cas de risque majeur. Et tout de suite, on passe à la revue de presse.
Pour découvrir ensemble les unes de vos quotidiens, puis quelques hebdos, on va commencer, Sophie, avec les échos qui reviennent sur le conflit à la SNCF. 8e jour de grève consécutif et le conflit s'enlise à la SNCF malgré les annonces de Manuel Valls. Plan d'action en faveur du fret ou encore augmentation du budget consacré à la rénovation des infrastructures. Des mesures qui pourraient fournir une porte de sortie à la CGT et à Sud, souligne le quotidien. Et pourtant, la grève est reconduite demain. Le Figaro qui revient sur le meeting de Nicolas Sarkozy, c'était le thème de notre débat tout à l'heure. Un grand meeting de Nicolas Sarkozy ce soir, au cœur de son discours, on en parlait, la nation, au cœur de son discours et de sa campagne, titre le quotidien. Plaidoyer pour la souveraineté du peuple, dénonciation du communautarisme et de la tyrannie des minorités. L'ancien chef de l'État fait de la nation l'axe central de son projet, insistant sur la tradition chrétienne de la France. Analyse de ce discours à lire demain dans le Figaro. Et dans la revue, oui, Charles, c'est Ramayad, en quelque sorte, qui lui répond. Au hasard du calendrier, l'ancienne secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy, Ramayad, fait la une de la revue. Une qui semble interagir avec le discours de son ancien patron, dossier sur le racisme et la politique. Et une citation, « Il n'y a pas de Français de souche ». Et puis, La Croix qui nous apprend que le gouvernement veut contrôler plus strictement les écoles hors contrat. Il s'agit d'éviter que certaines ne se transforment en foyers de radicalisation. Et on va finir avec Libé et une enquête. Stup et trafic d'État, les preuves du scandale. Le quotidien revient sur l'affaire qu'il a révélée. Des dizaines de tonnes de cannabis importés en France pendant des années et avec la complicité de policiers. Cette fois-ci, Libé apporte de nouvelles preuves. Une enquête de 4 pages. Merci Sophie. Et tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin ce soir. Une interview qui a été enregistrée juste avant cette émission. Mon invité ce soir est philosophe, écrivain. Il est l'auteur de nombreux essais et ouvrages, dont Plaidoyer pour la fraternité, Lettre ouverte au monde musulman et le dernier en date qui s'intitule Les Tisserands. Abdenour Bidar, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. On va parler en détail évidemment de votre livre. Mais d'abord, je voulais vous faire réagir à ce qui se passe en ce moment dans le paysage politique français, notamment à droite. Nicolas Sarkozy repart à l'offensive ce soir sur les thèmes de l'identité, de la nation, de l'appartenance à la nation. Est-ce que vous pensez qu'il faut se saisir de ces sujets? Vous estimez qu'il y a une attente, une peur chez les Français? Oui, il y a une attente, une peur, mais ce que j'observe surtout, c'est qu'on attise la peur. On attise la peur en construisant méthodiquement, à certains endroits de l'échiquier politique, la guerre des identités. Et je pense que le plus grand piège dans lequel on peut tomber au moment de l'élection présidentielle qui arrive, c'est de focaliser la campagne sur une pseudo-guerre des identités en disant il y a les Français de souche qui ont la bonne identité et il y a toutes les pièces rapportées, entre guillemets, qui n'auraient pas l'identité blanche et chrétienne de la France. Si on se laisse entraîner dans cette invitation à la guerre des identités derrière laquelle il y a, on peut s'en douter, une guerre des religions qui s'annonce, eh bien, on va tous tout droit dans le mur. Parce que, et moi c'est le discours que je porte depuis des années, je pense que la société française s'en sortira par le haut de ces crises à répétition, de ces crises sociales, de ces crises justement d'identité, en construisant une identité qui est beaucoup plus rassembleuse, beaucoup plus partagée, beaucoup plus diverse, beaucoup plus ouverte que toutes les versions qu'on en a données jusque-là. Mais cette identité ouverte, rassembleuse, que certains appellent d'ailleurs Alain Juppé l'identité heureuse, elle est moquée aujourd'hui. Elle ne semble pas avoir un poids réel au sein de l'opinion publique. Pourquoi? On ne l'imagine pas, on ne l'appréhende pas encore. On manque d'imagination collective. On manque peut-être aussi de courage collectif pour essayer de la construire. On manque peut-être aussi de responsabilité ou du sens de la responsabilité collective. Parce que, moi je pose une question très simple. Quel est le plan B? C'est-à-dire si on n'arrive pas à construire cette identité heureuse, cette France qui est à la fois une et multiple, qui est rassemblée sur un certain nombre de valeurs fondamentales et qui fait en même temps droit, qui donne une reconnaissance à sa diversité, qu'est-ce qu'on met à la place? Ce qu'on met à la place, c'est de l'identitarisme d'un côté et du communautarisme de l'autre. Et on va avoir des îlots sociaux, des îlots culturels qui vont continuer de se séparer. Et à un moment donné, il n'y aura plus de communication entre les diverses parties de la France. Et si les choses se passent mal, il y aura même quelque chose qui s'appelle simplement une guerre civile. Et pour autant, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, eh bien, tous les jours, il y a des reculs, des abandons, même des renoncements de la République? Certains pourraient vous citer ce qui se passe
passe régulièrement. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je réponds qu'il faut d'abord un autre discours et qu'il faut un autre récit. Il faut que nous nous réenthousiasmons, nous les Français. C'est pour ça que l'année dernière, de mon côté, avec ma petite contribution de philosophe, j'ai fait un plaidoyer pour la fraternité. Parce qu'il me semble que le temps est venu, justement, de nous rassembler collectivement autour de cette notion, de nous la réapproprier, d'en faire un véritable idéal politique. Vous parlez de la notion d'identité. Moi, j'ai dit dans le plaidoyer, l'année dernière, une chose très simple. En 2007, nous avons été coupables du pire. C'est-à-dire que nous avons créé un ministère de l'identité et de l'immigration, en pointant du doigt l'immigration comme si elle était responsable de nos problèmes d'identité. Comme nous avons été coupables du pire, soyons aujourd'hui capables du meilleur, c'est-à-dire créons un ministère de la fraternité, qui ne serait pas du tout une espèce d'idéal abstrait, mais qui coordonnerait, en leur donnant une direction et un véritable souffle, toutes les politiques publiques qui visent à réparer les fractures sociales. Le ministère de la fraternité, ça ne veut pas dire qu'on met des œillères et qu'on se dit que tous les problèmes liés à l'identité, on les met sous le tapis parce que ça nous dérange. Non, pas du tout. Simplement, on propose quelque chose de positif, de refabriquer de l'égalité réelle, de refabriquer de la mobilité sociale. On a envie de vous croire, on a envie d'adhérer à ces beaux mots. Mais par exemple, avec ce qui se passe aujourd'hui, quand l'Europe bégaye sur un défi majeur comme celui des migrants, quand elle n'arrive pas à trouver une solution pérenne et que l'immigration inquiète, comment on peut imaginer un projet, un plan B? Alors, la première chose, c'est le volontarisme politique. Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans notre pays et à l'échelle européenne une vraie volonté politique? Oui, est-ce qu'il y a simplement une gestion politicienne d'exécution des affaires courantes? Quelle est votre réponse? Ma réponse, c'est que on peut toujours attendre, mais comme Seuran, on risque de ne rien voir venir. Et moi, ce que je propose, parce que je l'observe déjà en train d'émerger, c'est la mobilisation formidable de la société civile qui a donné matière à ce livre. C'est ça, ce sont les tisserands, en fait, ce sont des citoyens qui vont œuvrer à un petit peu recoudre le tissu qui est déchiré dans ce monde. Certains vont vous dire que vous êtes naïf. Ah, j'ai l'habitude. Alors là, vous savez, pendant des années, et je continue de le faire encore, je dis il y a un islam éclairé, il y a un islam compatible avec la modernité. Bien entendu, on m'a déjà traité pour cela d'idéaliste et de naïf. Donc je persiste et je signe, non pas dans la naïveté, mais dans l'espérance. Parce que je pense que nous manquons aujourd'hui d'espérance. Je vais même vous dire une chose, je pense que nous manquons de foi. Mais pas une foi au sens religieux du terme, simplement une foi en l'avenir, une foi en l'humanité, une foi en notre société, une foi en nos forces. On passe notre temps à écouter des cris d'alarme des gens qui nous disent ça va mal, on va pas s'en sortir, le monde est trop complexe, etc. Moi, ce que j'ai vu, notamment en portant le livre précédent, le plaidoyer pour la fraternité, c'est partout en France, des gens qui ont arrêté de faire des complexes face à la complexité du monde, des gens qui ont arrêté de se sentir impuissants et qui se sont dit on va agir. Il y a des déchirures partout dans notre société, il y a des fractures sociales, il y a des fractures culturelles, et bien on va s'engager, on va se mobiliser, on va créer des associations, on va rejoindre d'autres associations, mais c'est aussi simple que ça. Tout le tissu associatif, tous les citoyens, on va en parler. Je voudrais juste réagir parce que vous avez parlé des attentats tout à l'heure, et moi je me souviens qu'après les attentats, c'était de janvier, vous aviez appelé à une grande prise de conscience collective, à un grand engagement solidaire, à un réveil, à un sursaut, y compris et surtout au sein des musulmans, notamment de France. Est-ce que vous estimez qu'il y a eu ce réveil? Vous les entendez, ces voix, aujourd'hui? Oui, je les entends. C'est-à-dire que c'est pas une question de voix, c'est une question d'action. C'est-à-dire que ce soit, d'ailleurs là, je ne fais pas de distinction entre musulmans et non-musulmans. Encore une fois, j'ai observé dans notre société une multitude de bonnes volontés à l'œuvre, des femmes et des hommes de bonne volonté, qui se disent, mais au fait, il n'a pas la même religion que moi, il n'appartient pas à la même classe sociale que moi. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment est-ce qu'on peut ouvrir des espaces dans lesquels on va se retrouver? Comment est-ce qu'on peut combler le fossé de la distance sociale ou de la distance culturelle? Donc il y a des gens qui agissent. Et à partir de là, comme d'habitude, l'optimisme est une responsabilité. Et c'est la responsabilité que vous engagez. Je vous ramène, je sais que souvent on vous dit que vous parlez, qu'on vous interroge un peu trop souvent sur l'islam, et c'est peut-être le cas, mais encore une question, parce que quand vous aviez lancé cet appel, c'était un appel à la transformation. Vous vouliez un petit peu avoir des écrivains éclairés, engagés pour mener le débat au sein de l'islam. Il est important ce débat, sans évidemment stigmatiser, on dit toujours pas d'amalgame. Est-ce que ce débat, il est engagé? Alors, il est engagé, mais il part de loin. Il part de loin, c'est-à-dire que des intellectuels qui sont capables de parler de l'islam avec une vraie distance critique et sans jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire en étant capable, d'une part, de critiquer ce qui est critiquable du côté de l'islam, comme du côté de n'importe quelle religion, c'est-à-dire que toute religion a son cortège
d'intégrisme, de traditionnalisme, d'obscurantisme, etc. Donc là, il s'agit pour l'islam de prendre une responsabilité autocritique vis-à-vis de ça, mais aussi de faire ressurgir, moi c'est ce que je fais depuis des années dans tous mes livres, tous les trésors de sens, tous les trésors humanistes de la tradition musulmane, qui est en réalité simplement, oui, comme je viens de le dire, une grande tradition humaniste, c'est-à-dire comme n'importe quelle religion, et au-delà de la religion, comme n'importe quelle grande philosophie ou grande vision du monde ou de l'existence, quelque chose qui nous donne des ressources de sagesse, des ressources pour méditer sur notre condition humaine. Et vous le portez avec d'autres, comme Malek Chebel, par exemple. C'est d'autant plus nécessaire qu'en ce moment, on parle beaucoup de la bataille qui est peut-être en train de se gagner sur le terrain, oui, contre Daesh, notamment en Syrie, en Irak, mais beaucoup posent la question de la bataille dans les esprits, dans les têtes. Très honnêtement, Daesh est inquiétant, mais moi, et d'ailleurs, j'ai parlé de Daesh et j'ai dit ce que j'en pensais de la façon la plus claire dans ma lettre ouverte au monde musulman, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qui se passe en France aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que je ne comprends pas... C'est la bataille dans les esprits. Exactement. Voilà. Je ne comprends pas qu'à cause d'un certain nombre de renoncements, on ait laissé dans un certain nombre de ghettos, parce qu'il y a des ghettos aujourd'hui en France, s'installer un islam qui est en sécession par rapport à la République, qui est en sécession par rapport à la société. Pourquoi ? Parce que ces ghettos sont des enclaves dans lesquelles se concentrent toutes les relégations, toutes les difficultés sociales, tous les sentiments d'abandon, et que naturellement, on le sait très bien, avec ça, on fabrique du repli identitaire. Donc quand est-ce que notre société, là encore, à commencer par la classe politique, va comprendre que nous sommes en train de sécréter notre propre poison ? Ce n'est pas l'islam en lui-même qui pose problème, ce sont les conditions dans lesquelles on laisse se développer un certain islam à cause de la fracture sociale. Il y avait eu un débat très vif quand certains, et même le ministre de la Ville et de la Jeunesse avait parlé lui-même des Molenbeek français. Ensuite, un journal a titré sur Molenbeek-sur-Seine. Il y a eu une polémique incroyable. Qu'est-ce que vous pensez Mais ce que je pense de ça, c'est qu'on continue à se faire peur au lieu d'agir. C'est-à-dire, vous imaginez l'effet sur la plupart des Français de savoir, de nourrir cette inquiétude qu'il y a des foyers de radicalisation. Ça sert à quoi de le dire et de faire peur si on n'agit pas? Et si on n'aide pas tous ensemble justement la fracture sociale qui est la cause des fractures culturelles à se résoudre, et si on n'aide pas aussi tous les gens dans notre société qui sont de culture musulmane, à faire valoir la possibilité concrète, quotidienne, d'une conciliation entre leurs identités. Il faut aider, et c'est normal, il faut l'égalité, j'allais dire, dans la République, mais il faut que de l'autre côté, il y ait aussi ce débat pour qu'il y ait un répondant. Ben, je le porte, ce débat. Voilà. Je le porte et j'espère ne pas être trop seul à le porter. Voilà. Donc je fais comme d'habitude un appel aux bonnes volontés à prendre la parole au nom d'un autre islam. Simplement, c'est même pas la peine de lui mettre un épithète, j'aurais envie de dire un islam humaniste, mais ça devrait être un pléonasme si nous étions cultivés les uns et les autres, c'est-à-dire si nous voyions, si nous étions capables de voir que dans n'importe laquelle de nos grandes traditions philosophiques et religieuses, au cœur, il y a un sens de l'humain. Voilà. C'est peut-être le plus important, et de livre en livre, c'est sûrement le plus important. Vous développez une idée, une théorie même très intéressante, c'est quelque chose qui pourrait même transcender nos différences, notamment religieuses, culturelles, une sorte de spiritualité partagée ou partageable. Expliquez-nous en quoi ça consiste. C'est quelque chose de très très simple. Pourquoi est-ce que je parle de spiritualité? Parce qu'on l'observe tous, comme le disait Malraux, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et on voit bien que cette question, alors on peut dire spirituelle, on peut dire aussi de besoin de sens, revient au centre de nos débats de société. C'est intéressant de le noter, ça. Et moi, dans les tisserands, c'est-à-dire ceux qui tissent des liens, ceux qui nouent des liens, je dis le spirituel ou le besoin de sens dans des mots, je pense, qui sont partageables par tout le monde, que l'on soit athée, agnostique, croyant, etc. Je dis le spirituel commence quand on tisse des liens avec soi, c'est-à-dire qu'on se met à l'écoute de son moi profond, quand on tisse des liens de fraternité avec l'autre, quel qu'il soit, sans frontières culturelles, de croyances, de convictions, et quand on retrouve le lien à la nature aussi, qui est vraiment aujourd'hui dans notre monde humain très 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 en souffrance. Voilà, donc je dis en même temps, recréons des liens, parce que ce sont des liens qui nous nourrissent, et en ce sens-là, ce sont des liens spirituels parce qu'ils nous ouvrent. Il nous ouvre à retrouver un rapport à la nature, il nous ouvre à retrouver un rapport à l'autre, et il nous ouvre à retrouver un rapport à nous-mêmes. Ceux qui nous écoutent ou regardent disent c'est osé, c'est complètement décalé, au moment où malheureusement il y a la tentation du repli sur soi, au moment où jamais on a autant parlé de religion, vous nous dites non, il faut dépasser cela, trouver une sorte de spiritualité, une quête de sens, et ça doit infuser aujourd'hui dans la société. Je pense que c'est exactement le moment. C'est le moment parce qu'en plus, avec l'élection présidentielle qui arrive, alors là, le pire, on va nous en parler.
Hein, c'est-à-dire qu'on va revenir sur toutes les fractures sociales, sur toutes les fractures d'identité, sur toutes les fractures culturelles. Donc si on ne veut pas sombrer dans la dépression collective, je pense qu'au cœur même de ce grand moment, de ce grand rendez-vous qu'est une élection présidentielle, eh bien, on doit trouver l'élan d'un renouveau. Alors les tisserands, il faut les encourager. Et pour cela, pour ce livre, vous avez reçu tout à l'heure le prix de l'essai de l'Express qui récompense cet essai et qui quelque part récompense tous ces hommes, ces femmes, souvent anonymes, qui participent à la réparation, entre guillemets, des déchirures du monde, de la société. C'est un prix pour les tisserandes et pour les tisserands. Et le seul objectif du livre, c'est de leur servir de point de ralliement pour qu'il y ait toujours plus demain dans notre société de ce que j'appelle des vocations tisserandes. En conclusion, Abdelnour Bidar, vous êtes un optimiste, un naïf optimiste? Non, je suis un optimiste actif, c'est-à-dire un optimiste qui se bouge et qui essaie de mobiliser et qui est galvanisé lorsqu'il voit, et ça m'arrive souvent, à quel point d'autres sont mobilisés. On revient au mot de la responsabilité, c'est cela? Complètement, complètement. Agir. Voilà, tout seul on n'est rien. C'est aussi ce que j'ai essayé de dire dans les liens. Merci Abdelnour Bidar. Je rappelle le titre de votre livre, Les Tisserands. Merci encore. On arrive presque à la fin de cette émission. Comme d'habitude, c'est le zapping Public Sénat. Ça n'est que la primaire de la droite. Vous irez voter une ou primaire, pas monsieur Leclerc, une primaire qui est organisée exclusivement par les Républicains, pardon, ça s'appelle la primaire de la droite. Mais je vais revenir sur... Vous resterez chez vous? Moi, je n'irai pas voter. Je ne veux pas être tenu par le résultat d'une élection qui ne permet pas la construction d'une coalition. Je crois que nous aurons besoin non seulement de la construction d'une coalition, parce que le parti unique qu'on a connu de 2002 à 2012, on ne peut pas dire que ça a été une réussite et que les Français aspirent à ce que ça recommence. Et deuxième chose, je crois que nous aurons besoin aussi de... renouvellement, entre guillemets, des comportements politiques et des alliances politiques. Au soir du deuxième tour de l'élection présidentielle, il y aurait besoin de construire des majorités plus larges, franchissant les frontières habituelles. Je crois que durablement va coexister deux types de syndicalisme. Il faut l'assumer, ce n'est pas un problème dans une démocratie, mais moi je tiens à le dire. Le type de syndicalisme qu'incarne la CFDT, c'est-à-dire un syndicalisme qui ne se contente pas de la réalité, mais qui veut faire de la transformation sociale par la négociation et par l'écoute des salariés, eh bien, je pense qu'il faut arrêter de la caricaturer. Je demande qu'on soit traité avec le même respect de la part des militants d'autres organisations syndicales que le respect que je témoigne à l'ensemble des militants syndicaux. C'est ça que je demande. Et aujourd'hui, oui, les militants de la CFDT dans un certain nombre d'entreprises sont maltraités. Nos sociétés traversent des moments de tension qui deviennent de plus en plus radicales et qui sont des moments qu'il faut apaiser. Et puis importance aussi particulière pour nous à Grenoble, puisque l'exercice de la démocratie locale est une des conditions de réussite de la ville en transition écologique. Pour comprendre ce que vous essayez de mettre en place ici et les limites de l'exercice, on vous a suivi, on regarde. Il est 15h, il reste encore le temps pour présenter un projet avant de passer au vote. Ce samedi-là à Grenoble, ils sont une centaine de citoyens réunis pour la deuxième année consécutive pour la ruche au projet. Pistes cyclables, scènes ouvertes, solarium, murs anti-bruit, des projets présentés par les habitants pour améliorer leur cadre de vie. Léo et ses amis rêvent d'un skatepark avec une forêt comestible. Jean-François a imaginé un four à pain collectif. Chacun son projet et son utopie. Aujourd'hui, il y a une crainte pour ce qui va se passer dans les quelques jours qui viennent, c'est-à-dire l'Euro 2016, le Tour de France aussi, et les fan zones. Vous êtes favorable aux fan zones? Je pense que de toute façon, il fallait prendre la décision de garder l'Euro 2016. Et les Parce fan zones, c'est un moyen d'organiser la convivialité qui autrement se serait éparpillée dans différents lieux, parce que les fan zones seront protégées. Donc, s'il n'y a pas de fan zone, il n'y a pas de protection. Il y a les gendarmes et les policiers, mais il y a 10 000 soldats de 90 000 personnels de sécurité, parce qu'autrement, il y aurait des fan zones improvisées partout, et alors là, des risques plus importants. Oui, je salue le rôle du Sénat qui a d'abord fait un très bon travail lors de la loi du vote de la loi de transition énergétique, qui a d'ailleurs permis à la France d'être exemplaire au moment où elle accueillait l'accord de Paris, et ensuite d'engager les représentants du peuple dans l'adhésion à l'accord de Paris avec les entreprises, les citoyens, les ONG, parce que nous réussirons si tout le monde
monde travaille ensemble et tire la logique des nouvelles relations entre les activités humaines et la planète dans la même direction. Quelles sont les suites maintenant? Quand est-ce que l'accord sera opérationnel? Pour qu'il le soit, il faut que 55 États ratifient l'accord, c'est ça? Où en est-on aujourd'hui? On n'en est pas très loin et c'était très important que la France soit le premier pays industrialisé à ratifier cet accord. Nous allons pouvoir, grâce à ce vote maintenant, entraîner les autres pays européens. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'Info. Puis on se retrouve avec plaisir à 22h pour votre émission. On va plus loin. Vos débats, les décryptages et puis le grand entretien, ce sera avec Bernard Pivot. Merci encore. Belle et douce fin de soirée en notre compagnie.